Les contes et légendes contiennent la sagesse de l'Afrique. Ils sont le voile qui recouvre les secrets de la tradition. Tous les aspects moraux, physiques, séculiers peuvent y être évoqués. Le griot, le conteur, est souvent dépositeur d'un message qu'il faut écouter et comprendre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce vendredi 6 novembre de l'an de grâce 2020 pour cette nouvelle édition de DBS Matin. 6 novembre 1982, 6 novembre 2020 en tout cas, on se souvient justement de l'accession au pouvoir du chef de l'État camerounais Paul Barthélémy Biya. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans ce matin pour cette nouvelle édition de DBS Matin. Au cours de cette édition, comme à notre habitude, nous allons continuer à décrypter l'actualité, à décrypter l'information. Car, comme on aime souvent le dire dans cette édition et surtout dans DBS Matin, eh bien, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, quartiésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Et puisque nous sommes un vendredi, nous allons vous souhaiter bon début de week-end, bon réveil à vous, au TEP à l'Afrique, au TEP au monde entier. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. Quand on est dans les problèmes, quand on est dans la misère, on pointe toujours le doigt accusateur vers d'autres personnes. On les accuse de nous avoir fait du mal, mais on oublie un détail haut et fort, que tu sois d'une chasteté transparente comme la glace, d'une pureté de neige, tu ne réussiras jamais à échapper à la calomnie. Les gens parlent, ils parleront toujours, et comme le disait François Dessalles, eh bien, pour croire le mal, bien un seul témoignage me suffit. Il m'en faut 100 pour croire le mal. Allez savoir justement ce qui se passe. Mes deux guerriers sont là ce matin pour la revue de presse. Eh bien, Margie Venachus, good morning and welcome. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. Steve, permit me, today is the 6th of November. Oui, le 6 novembre. I want to say good morning to President Paul Biya. It's as if we don't greet him and as if he is not a human being. You know, that's why I say good morning, Mr. President, because today is 38 years that he answered the name president, and I think those who have been president in their 38e anniversaire de l'accession au pouvoir. Actually, those who have been president in their respective groups, in their respective quarters, they understand what a president means. When you are guiding a few people, and then when it comes to a whole country, you know that that old man is not sleeping. I think that he is. Vous imaginez d'ailleurs quand on est président d'association, on dit prési. Correct. And no, that prési comes with the responsibility that comes under that prési is too heavy. Prési. Les gens aiment ça. Hein. Ils aiment quand on les appelle prési. And when they say prési, you know, juste pour une association. Something should come. Prési. Ouais, prési. Take one. Prési, add another one. So this kind of thing. Oh, ben, vous avez raison de dire bonjour au chef de l'État camerounais Paul Biya ce matin. He made it today is 38 oh, ben oui, c'est vrai. On va lui dire bonjour également. Hein. Bonjour, monsieur le président de la République. Excellence. Bien, bonne fête, hein, surtout. Joyeux anniversaire. Jackson Diop, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Moi je profite pour saluer ceux qui nous regardent du côté de Yaoundé. Vous savez que Yaoundé c'est le siège des institutions républicaines. Je salue également les gens du RTPC. Vous savez qu'aujourd'hui c'est l'an 38 du renouveau. Et donc évidemment nous sommes dans le même sillage des salutations pour saluer justement le président de la République. Bon, ça fait 38 ans, ça fait beaucoup quand même, mais bon. But Steve, politics, I don't understand. Oui. I think that the CPDM should celebrate when c'est le RDPC qui va seulement célébrer les 38 ans. That is my question, because CPDM makes Paul Biya their president. Paul Biya is the president of Cameroon. Today we are celebrating the accession of the president of Cameroon to power. They should wait for March 25th, I think so, when they will celebrate when CPDM was born, from CDU to CPDM. They should not make as if Cameroon belongs to CPDM. Et no. Le RDPCN est en quel moment? Je pense que c'est en 1985. Yes, in Bamenda. No, I think it was 84, 85. Non, 1985. Yes, in Bamenda. Good. So that's where Miguel Foudi était chargé de la communication. Hein? That's ouais, d'accord, ok, je vous ai dit. So that is why CPDM, to me, that is why CPDM should celebrate, because if CPDM is celebrating Paul Biya, is Paul Biya not the president of SDF or of members of the SDF too? Is he not the president of members of the MRC? All of them are Cameroonians. So he's the president of Cameroon first. That is why Cameroonians are celebrating when their president became
president 38 years ago. Bon, CPDM should wait and do that when it comes. On va dire également que bon, je pense quand même que comme c'est l'an 38 du renouveau, c'est ça? C'est ça. Je pense également que les cadres du SDF vont faire like they did bon, when they were morning. Bon, voilà, j'espère que non, vous savez que ils vont lui rendre. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Ce sont des actes beaucoup plus politiques. Ce sont des actes politiques. Et donc vous voyez que vous êtes en train d'expliquer. Pourtant, la majeure partie de tous ces hommes politiques sortent du RDPC. Oui, mais à un moment même les frères peuvent se disloquer. Là, nous sommes d'accord. Mais maintenant, il faut aussi savoir parce qu'on est dans chacun dans son parti politique, qu'on a des ennemis. Vous le savez, oui, absolument. C'est ce qu'il faut dire. C'est-à-dire que la différence se situe au niveau des idées. Ce sont les idées qui différencient justement les êtres humains. C'est-à-dire, c'est chacun qui veut apporter sa touche particulière dans ce que nous avons de commun. C'est ça le problème. Maintenant, je disais que pour te répondre, en quelque sorte, donner un élément de réponse, pas vous répondre, vous dire que c'est beaucoup plus des actes politiques. Parce que voir d'autres partis célébrer l'an 38 du renouveau aujourd'hui, ça va créer de la confusion et le doute même. Pourquoi est-ce que ça va créer Parce la confusion, que les gens vont se dire exactement que ce sont justement des relais même du parti au pouvoir. Vous avez vu ce qui s'est passé lors de la présidentielle, le G20. C'est-à-dire, ce sont les partis qui ont été étiquetés. Or, il y a certains partis qui disaient que effectivement, ils ne sont pas en train de soutenir le RDPC, mais ils soutiennent le président de la République. Voilà la différence. Or, aujourd'hui, ces partis sont étiquetés comme les partis qui sont de la mouvance présidentielle. Et donc, ce sont des actes politiques qu'il faut faire très, très, très attention, même si le président de la République est le président du Cameroun, mais il n'en demeure pas moins que c'est le président du RDPC. Ouais, eh ben, bon. Right, moi, je vous dirais quand même une chose simple, c'est qu'ils sont très nombreux, les grands hommes politiques camerounais, qui ont toujours, moi j'ai rencontré, d'ailleurs sur ce plateau, vous avez vu un grand homme comme par exemple Jean-Jacques Ekindi, qui a toujours déclaré haut et fort que ce n'est pas parce qu'il avait créé un parti politique qu'il n'avait pas le droit de discuter avec ses anciens amis. Absolument. Ils sont très nombreux, ça, parce que John Fundi est dans le SDF, qui ne peut pas discuter justement avec Maurice Kamto du MRC. C'est pas parce que, par exemple, Kawala est dans son parti qu'elle ne peut pas discuter avec Paul Biya. Et oui, absolument. C'est ça justement Steve, la politique. La politique, ce n'est pas seulement de dire que bon, on est des ennemis. Mais Steve, non, arrêtez. Vous savez on n'est pas ennemis. On a des idées contraires peut-être. On a chacun son opinion. Au niveau des opinions, je suis d'accord avec vous. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau du Congo? Les Congolais ont organisé quelque chose d'extraordinaire. Les gens ne voient pas ça. C'est-à-dire que je veux dire, les chefs de parti qui ont été vaincus lors de la présidentielle 2018 se sont rassemblés. Été reçus par le chef de l'État. Se sont d'abord rassemblés en un parti politique. C'est-à-dire ils ont constitué un parti, un ensemble, un grand ensemble. C'est-à-dire constitué de ceux qui ont été vaincus à la présidentielle. Et maintenant, le président les a reçus. C'est ça aussi. C'est pour montrer que on peut avoir les divergences de forme. A reçu Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba. Et puis, il a reçu Martin Fayoulou. Oui. Donc vous n'allez pas dire demain après-demain que bon, ok, si Paul Biya reçoit Maurice Kamto, ça signifie forcément qu'il y a un problème. Je dis donc que c'est comme ça dans l'imaginaire populaire. Je dis, bon, vous avez totalement raison. So that's why I was thinking that the CPDM should celebrate when Paul Biya became the president of the CPDM party. That they celebrate as a party. Absolutely. But when Paul Biya became the president of Cameroon, Cameroonians should celebrate, whether you are from MRC, whether you are from SDF, Kawala, normalement. Le problème maintenant, c'est que certains partis politiques, comme ils disent que c'est l'an 38, Paul Biya tellement dur au pouvoir, ça fait 38 ans, donc ils ne sont pas son ami. Absolument. C'est leur droit le plus absolu d'ailleurs. Et puis c'est leur droit le plus absolu. Messieurs, vous êtes là pour la revue de presse ce matin. Nous avons dit un peu de temps pour faire des commentaires là-dessus. Tout de suite et maintenant, la première partie en langue anglaise avec Mange Venasius. For this last day of the week, Friday, November 6th, 2020, the post-weekender newspaper on Kumba Massacre Funeral writes that clergy slammed government hypocrisy over on ending Anglophone crisis as they gathered at the Kumba amusement park yesterday to pay last respect to fallen school children. Municipal Updates newspaper on their part says massacred Kumba school children says forever in our hearts, thinking that it is time for campus police in schools in the northwest and southwest regions. But Emergence newspaper on pages 5 to 11 wants to know the type of school we are talking of in a war zone
like the Northwest and Southwest regions. And in today's edition, they bring the views of 12 experts on the issue. The Guardian Post newspaper on page 3 tells us that Tumi and Fon kidnapped. The cardinal was shielding the exiled Fon back home when they were kidnapped in Ngokitunja by suspected Amba fighters. On the Kumba funeral for school massacred victims, the paper says Prime Minister Dion Ngute takes the nation's solace to bereaved families and also visits survivors in hospitals and homes. Then still in Kumba, this time in politics, the paper says Nkele Ngo loses first legal battle against Mewano in tussle over Kumba City top job. Cameroon Tribune looks at decentralization as the joker for the New Deal government. On pages 17 to 32, the paper says, from political will to concrete act, the paper revisits the path taken so far by the New Deal government to have the people participate in the handling of state affairs. The 1996 Constitution, the law on decentralization, creation of a ministry for decentralization, the putting in place of a Senate and regional councils. And the paper says the head of state had guided and adjusted his politics so that development will be ensued and for the effective participation of the population. On pages 4 to 5, Cameroon Tribune tells us that Prime Minister and Head of Government Chief Dr. Joseph Dion Ngute yesterday represented the head of state at the funeral service of fallen Kumba students. The paper says he also visited those injured, currently receiving treatment in hospitals, and handed over assistance from the First Lady. Mutation newspaper talking about Paul Biya on pages 7 to 9. And Mutation says he is a king without a successor, as over 38 years there has been no one known so far to replace him. For a Sengang newspaper, Paul Biya, 38 years of resilience, on page 2 notes that given the crisis and adversity, the head of state has consolidated democracy, he has relaunched the economy and handled a number of security challenges in Cameroon for the past 38 years in power. We take L'Oeil du Sahel that goes back memory lane on the 6th of November 1982. Papers out of Cameroon. We begin in South Africa with the Sowetan Live newspaper that brings this news that 5 provinces report COVID-19 cases on the first day of matric exams. This is according to the Basic Education Department, which said on Thursday that there were no major issues reported. However, as matric pupils sat down for the first day of the final exams, but for few cases of COVID-19 positive cases. In Nigeria, the Vanguard newspaper reports that Muslim community at the Tawakaluti Mobolorundu Mosque in Papa Ajah Mosli area of Lagos State has petitioned the Assistant Inspector General of Police Zone 2 over wrongful demolition of their mosque and threat to lives of certain individuals. Then in Zimbabwe, the Herald newspaper reports that President Mnangagwa yesterday thanked Tanzania for the role it played in the liberation struggles of Zimbabwe and other countries in the SADC region. The paper tells us that he was speaking at the swearing-in ceremony of Tanzanian President John Magufuli following his landslide victory in last week's presidential election. In Kenya, the Nation newspaper says Inspector General of Police yesterday announced draconian measures intended to curb the spread of COVID-19, invoking fears of potential human rights abuses, as anyone found in breach of the public health measures will face an instant cash fine of 20,000 shilling, while those arrested while driving beyond the 10 p.m. curfew will have their licenses cancelled in Kenya. Then the Times newspaper in Britain, for papers out of Africa, on American election says Trump struck fresh fury as Biden appeals for calm,
with the president claiming election fraud, revolt gains ground in key states, and the paper talks of protest over slow vote counts. The Statesman newspaper in India tells us that China, the origin country of the deadly coronavirus, has suspended the entry for foreign nationals from India, even with valid visas or residence permit, citing the rise in cases of coronavirus in that country. And the paper equally says other countries like India include Britain, France, Belgium, the Philippines, and Bangladesh. Steve, we end with the Moscow Times newspaper in Russia that says a decision over whether to overrun Russia's 4-year ban from international sport due to state-sanctioned doping will be known by the end of this year, as the Court of Arbitration for Sports said yesterday. These are some of the information, Steve, that we could have for papers home and abroad this last day of the week. De belles informations, et nos confrères de la presse écrite n'ont pas failli à leur réputation ce matin. C'était une nouvelle journée, de nouvelles informations d'ailleurs, traitées par nos confrères de la presse écrite. On va retenir d'ailleurs quelques-unes des journaux et quotidiens du côté de l'extérieur qui nous parlent justement de la fraude à l'élection du côté des États-Unis d'Amérique. Eh bien, on pensait que c'est seulement sur le continent africain. Eh bien, là-bas aussi, ça se passe. On a bourré les yeux pour écarter justement Donald Trump de la course. Allez savoir justement pourquoi. Mais nous connaissons, on espère en tout cas qu'on reviendra sur ce sujet la semaine prochaine. Et pendant ce temps, de Guardian, non, de Post Weekender, nous fait savoir ce matin que, funérailles du massacre de Kumba, le clergé dénonce l'hypocrisie du gouvernement face à la crise anglophone sans fin. En tout cas, cette information est à lire dans les colonnes de The Guardian Post ce matin. On va également retenir justement la une de Guardian Post ce matin. Toumi Lomfondonso, c'est ça? Kidnapped. Qui a été justement, il devait retourner justement dans son fondom hier, c'est ça? Ils ont été kidnappés, même si on a les dernières informations que le cardinal Christian Toumi a été relâché. All of them. Les deux d'ailleurs. Ok, bonne nouvelle donc. On va pas dire qu'ils ont également fumé le calme et la paix comme la dernière fois le chairman a fait. Ils ont bu ensemble, mangé ensemble, coupé la cola. Ah ben allez savoir moi ce qui s'est passé. Le temps pour nous de prendre les journaux et quotidiens dans la langue de Molière avec Jackson Jock ce matin. Commençons par Cameroun Tribune qui titre décentralisation, le pari du renouveau de la volonté politique de Paul Biya aux actes concrets. Le journal revisite le chemin parcouru par l'idée de faire participer les citoyens à la gestion de la cité. Constitution de 1996, loi sur la décentralisation, création d'un ministère dédié, mise en place du Sénat et des conseils régionaux. Le président de la République aura impulsé, dirigé, ajusté sa politique pour que le développement s'appuie sur les aspirations et la participation effective des populations, nous fait savoir le journal. Le quotidien Mutation pense que Paul Biya, en 38 ans, est un roi sans successeur. Revue des dauphins broyés en 38 ans de magistrature suprême, c'est à lire en page 7-9 du quotidien Mutation de ce jour. Pour le Singan, Paul Biya, 38 ans de résilience. Malgré l'adversité et les crises, le chef de l'État a donc consolidé la démocratie, relancé l'économie et relevé de nombreux défis sécuritaires. L'œil du Sahel est dans les souvenirs du 6 novembre 1982, au moment où le chef de l'État accède à la magistrature suprême. Le quotidien Le Messager laisse un questionnement à sa grande une. Paul Biya, qu'as-tu fait de ton pouvoir en 38 ans de renouveau, plein fait sur une quarantaine d'années de magistère, de clair-obscur entretenu par l'homme de la rigueur et de la moralisation? Saint-Éloi Bidoun démolit le RDPC dans le journal. Réalité Plus titre ce matin, Seydou, si la FIFA suspend le Cameroun, es-tu prêt à porter Paul Biya sur la tête avec tes complices? Selon le journal de Paul Ngwari Kindi, bientôt un affrontement terrible et sanglant entre la FICAFOOT, Seydou Bobonjoya et la Ligue, malgré la sanction du TAS lui a infligé donc en Suisse. Un clash est donc annoncé. Pour le journal, la FICAFOOT le cherche depuis pour que la FIFA suspende le Cameroun et que Paul Biya ne préside pas le CHAN en janvier 2021. Au journal de dire, Seydou, attention.
Le journal Le Popoli nous renseigne que le cardinal Toumé est kidnappé. Selon le journal, le prélat qui ramenait au bercail le fond de Kumbo serait entre les mains des séparatistes. La crise prend une autre tournure, nous fait savoir le journal. Et puis, à la cérémonie funéraire à Kumba, un corbillard prend feu devant le Premier ministre. Le journal parle justement de la colère des ancêtres. Le quotidien émergent se demande quelle école en zone de guerre, comme dans le Nozo. Là-bas, 12 experts s'affrontent sur la question. Direction le Gabon avec le quotidien L'Union qui évoque justement un titre évocateur face à une double exigence en parlant justement du gouvernement formé il y a un peu plus de 100 jours dans un contexte de crise sanitaire due au Covid-19. Le gouvernement dirigé par Rose Christiane Asuka Rapoda doit agir sur deux fronts, la maîtrise de l'épidémie et le maintien à un bon niveau l'activité économique, l'une conditionnant d'ailleurs l'autre, d'où les récentes mesures d'allègement des restrictions, mais les efforts doivent être poursuivis, nous fait savoir le journal. Au Congo, les dépêches de Brazzaville évoquent le financement des infrastructures avec incertitude autour de la table ronde de la zone CEMAC. Prévue pour les 16 et 17 novembre à Paris, en France, la table ronde visant à mobiliser des fonds pour financer les infrastructures d'intégration de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale semble incertain en raison de la remontée de la pandémie du coronavirus en Europe. À Air de Congo, le courrier de Kinshasa parle de consultation avec FCC Cash. Les signaux de la rupture se précisent. Les anciens candidats à la présidentielle de 2018 étaient à l'honneur ce jeudi 5 novembre au Palais de la Nation. Ils ont été reçus par le président Antoine-Philippe Tshisekedi dans le cadre des consultations des forces politiques et sociales qu'il a initiées au fin d'aboutir à la création de l'Union sacrée. Direction la Côte d'Ivoire avec Fraternité Matin qui indique que les activités du président de la République, les ambassadeurs de France, Allemagne, Guinée, Sénégal et Angola présentent leurs lettres de créance à Ouattara. Dans le même journal, la Grande-Bretagne a réagi concernant l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. En effet, selon le journal, le gouvernement britannique appelle également toutes les parties à respecter l'ordre constitutionnel et le respect, le processus même démocratique. Direction la France avec le journal Le Figaro qui renseigne que Macron veut renforcer les frontières avec la lutte contre le terrorisme. Selon le journal, le chef de l'État français qui s'est confié au journal veut doubler les effectifs chargés du contrôle aux frontières et réformer l'espace Schengen pour lutter contre l'immigration clandestine. On termine ce matin, Steve, avec le journal catholique La Croix qui parle de l'Amérique avec ou sans Trump. Quand bien même que Joe Biden confirmerait son avance dans la course à la Maison-Blanche, le trumpisme est là pour rester. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Le reste, c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux. Ça coûte simplement 400 francs CFA. On est sur le pied de guerre du côté des États-Unis d'Amérique, hein, il faut le dire comme ça, parce que là-bas on parle de fraude à l'élection présidentielle. On parle également, il faut le dire comme ça, du vote par correspondance. On ne va pas également oublier que certains bulletins de vote sont arrivés en retard, ça également il faut le dire. Certains même ont été antidatés. Là, c'est américain. Voilà. Donc, il faut qu'on arrête de nous dire que ce n'est que sur le continent africain qu'on voit la fraude à l'élection. Pour une fois, ils nous ont dit qu'ils ont le... C'est quoi la terre de la démocratie? La terre de la démocratie. Ah, d'accord, la terre de la démocratie. En fait, c'est même pas la terre, c'est un abus de dire que c'est la terre de la démocratie. La terre de la démocratie, c'est la Grèce. C'est en Grèce que fut... Oh, bon, maintenant, les pays les plus démocrates du monde, les voilà donc. They want to teach the world what is democracy. Eh bien, allez savoir. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Je vous en prie. J'espère que le week-end sera plutôt calme. Bon, j'espère que vous n'allez pas trop boire. Hein. Vous savez, une joke la dernière fois, dimanche, il a passé un dimanche un peu. Il a mangé à satiété. On a behalf. Et il a bu à satiété. On a behalf. Bon, on verra bien. Messieurs, passez un bon week-end. Le temps pour nous de prendre justement notre invité de ce matin. Eh bien, voici le regard de l'expert.
Je suis encore ce matin avec justement les responsables de l'IUC. On va commencer avec le docteur Douma Jean-René. Il est le coordonnateur exécutif programme de l'IUC. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Monsieur Steve Ngoss. C'est un plaisir de pouvoir être sur votre studio. C'est une émission que je regarde très souvent d'IBS ce matin. Très heureux également de vous avoir sur notre plateau ce matin. Je vais me tourner vers Kamdan Gislin qui est le directeur. Il est de la direction des relations avec les entreprises à l'IUC. Bonjour, bienvenue à vous. La direction des entreprises et de la communication. Bonjour Steve. Bon, c'est ce que je lis. Communication des entreprises. J'ajoute une petite précision. D'accord, il n'y a pas de souci. Très heureux également de vous avoir sur notre plateau ce matin. Commençons déjà par regarder ce public reportage. On dit souvent que la petite de la connaissance n'a pas d'âge. À juste titre, semble-t-il, car aujourd'hui se déroule à l'Institut universitaire de la Côte, campus d'Aqua, la rentrée des étudiants d'un autre genre. Entrepreneurs, cadres d'entreprise, managers et professionnels effectuent leur retour à la connaissance pour un programme d'élite en Executive Certification in Global Management de l'IUC en partenariat avec ISTEC de Paris et Sharda University en Inde. Une formation portant sur différents modules dans le développement personnel et le leadership, le marketing, la stratégie, l'innovation compétitive, l'entrepreneuriat, le management intégré, interculturel et des projets techniques, des séminaires au Cameroun et à l'étranger pour renforcer les méthodes et les outils de gestion des aspirants, développer leurs capacités d'innovation et leur activité, évaluer le fonctionnement de leur entreprise, élaborer un plan de développement et préparer sa mise en œuvre dans leurs structures respectives. Donc, le développement personnel te permet de découvrir tes forces et tes faiblesses et d'amener tes faiblesses à devenir des forces. De les capacités, de te capaciter pour que ça devienne des forces. Et ça te rend meilleur. Ça te transforme au point où quand ça te transforme, les autres sont impactés et ça crée donc ce leadership. Cet apprentissage qui s'étend sur 6 à 7 mois pour les uns et 9 à 12 mois pour les autres permettra aux aspirants d'obtenir un certificat de validation des acquis de l'expérience à la fin de chaque module délivré par les experts et consultants expérimentés, un certificat de l'IUC et un diplôme délivré par ISTEC de Paris en bachelor ou en master. Soucieux du confort de ses étudiants et du bon déroulement de la formation, le président fondateur de l'IUC, Paul Guimezap, a tenu à effectuer une visite aux aspirants lors de ce premier module axé sur le développement personnel, montrant ainsi le sérieux de la formation dans le but d'approfondir leur expérience professionnelle et de relever leurs défis personnels. Les aspirants ont fait le choix de l'Institut universitaire de la Côte pour l'excellence et la mobilité de ces formations. J'aurais fait mon programme plutôt aux États-Unis parce que j'étais sur le point d'aller, je me suis même inscrit déjà à l'université du Delaware. Mais alors, c'est simple information qu'au Cameroun, on offrait un programme comme cela au niveau de l'Institut universitaire de la Côte. Je me suis dit, pourquoi le faire en ligne alors que je peux le faire en présentiel localement. I decided to come for this course because I want to improve in the way I manage my collaborators, the children who are entrusted under me, my parents who entrusted the children to me. My whole world is dealing with human beings, with people. And I believe that by doing this course, I will better manage them in order to make my school grow, to make the society around me feel well. Accroître leur performance étant le principal objectif de ces aspirants en accord avec celui de l'Institut, ils sortiront de là complètement transformés et encore plus optimisés pour leur entreprise et leur environnement. Nous souhaitons donc à tous très bonne rentrée académique 2019-2020. Bien messieurs, on a suivi ce public reportage, de belles choses en tout cas du côté de l'IUC depuis quelques années déjà. Docteur Ndouma, pouvez-vous nous parler brièvement du prestigieux programme International Executive MBA de l'Institut universitaire de la Côte? Merci beaucoup Steve. Alors le prestigieux programme International Executive MBA de l'Institut universitaire de la Côte a été lancé il y a 4 ans.
et nous sommes à la 5e promotion en termes de sélection de candidats. Ce programme a été lancé parce que, voyez-vous, nous sommes à l'ère de l'organisation apprenante, notamment en Afrique, parce que les mutations sont tellement nombreuses et complexes que si une organisation ne s'ouvre pas totalement à l'apprentissage, elle va disparaître. C'est une question de temps, elle disparaît. Oui. Donc, pour que l'organisation se dote des capacités, des compétences nécessaires pour pouvoir se mettre à la hauteur des mutations, il faut que l'élite dirigeante puisse se former. Et ce programme a été lancé donc avec pour cible les patrons, c'est-à-dire les promoteurs, les dirigeants et les managers. Parce que vous retrouvez là la pyramide décisionnelle d'une organisation. Oui. C'est pour ça que l'Institut universitaire de la Côte a voulu répondre à la demande de plusieurs partenaires dans un réseau de milliers d'entreprises pour pouvoir permettre à ces patrons, dirigeants et managers de se former également, tout comme ils envoient leurs enfants à l'Institut universitaire de la Côte. C'est vraiment un prestigieux programme. Et quels sont vos partenaires aujourd'hui? Alors, le prestige du programme est justifié également par le prestige des partenaires. Oui. Au niveau du Cameroun, parce que la tutelle au Cameroun, selon le ministère de l'Enseignement supérieur, doit être un établissement universitaire officiel, c'est-à-dire public. Et l'Institut universitaire de la Côte a estimé que pour un programme de management, de global management, il n'y a que l'ESSEC qui a déjà fait cette marque au niveau national et même au niveau international, oui, qui pouvait donc parrainer ce programme. Ensuite, il fallait le positionner sur le plan de la compétition mondiale. Nous avons passé un partenariat, notamment le fondateur de l'Institut de la Côte, à qui je dis bonjour, M. Paul Guimezap, a passé un partenariat avec Georgetown University à Washington DC. C'est la première université américaine en matière de formation de chefs d'entreprise. Beaucoup de chefs d'État américains sont d'ailleurs passés par là. Oui. Et puis, il y a Sharda University en Inde, une université privée, mais qui est classée officiellement première université en Inde, pour pouvoir donc positionner... Une université de grande renommée d'ailleurs, hein, il faut le préciser. Merci beaucoup. Justement, dans le cadre des prestigieux programmes exécutifs MBA et surtout MBA, les étudiants participent au séminaire à l'étranger. Pouvez-vous nous en dire un peu plus là, sur ce sujet? Oui, toujours dans le cadre de ce montage, de ce casting pour préserver la qualité des process de formation du début à la fin. Il y a 2 séminaires internationaux obligatoires. Oui. Un à Georgetown University, c'est des partenaires qui ont co-validé les contenus de ce exécutif MBA, dont le séminaire en Global Management se passe aux États-Unis en 1 semaine. Et l'autre deuxième séminaire, c'est à Sharda University sur l'intelligence émotionnelle, le travail en équipe et les performances. Les 2 séminaires sont certifiants et viennent conforter donc la valeur ajoutée de notre prestigieux programme international exécutif MBA à l'international également. Monsieur Kamdem, je vais me tourner vers vous. L'Institut universitaire de la Côte vient de lancer son prestigieux programme MBA in Global Entrepreneurship, c'est ça? Entrepreneurship. Justement, avec l'ISTEC de Paris. De quoi s'agit-il concrètement? Bon, le Dr Ndouma a déjà parlé du exécutif MBA, qui est un MBA en Global Management. Oui. Mais il se trouve que des responsables, des managers ont besoin de compétences dans des domaines spécifiques. Oui. Donc, on les forme pour qu'ils aient une expertise dans des domaines précis et en même temps, on leur donne les capacités d'être de bons managers. C'est pour cela qu'avec ISTEC de Paris, on a mis sur pied ces MBA in Global Entrepreneurship, parce que l'idée de la fondation, l'idée du président fondateur, M. Paul Guimezap, et de tout son staff, c'est qu'à la fin de leur formation, que les managers puissent créer des entreprises. Oui. C'est pour ça que ce MBA en Global Entrepreneurship existe, avec 4 spécialités qui répondent aux problématiques actuelles des entreprises, qu'elles soient camerounaises, qu'elles soient internationales. Vous avez un MBA en marketing digital et e-business. On en parlait la dernière fois. C'était mercredi, oui. D'accord que c'est l'avenir de l'économie, l'avenir du marketing, c'est le digital. Donc il y a ce MBA en Global Entrepreneurship, oui, spécialité marketing digital et e-business. E-business, oui. Ensuite, nous avons un MBA en entrepreneuriat et innovation. Parce que c'est bien d'entreprendre, mais il faut comprendre l'environnement dans lequel on vit et s'adapter et innover pour exister.
Après, nous avons un MBA en Digital Finance and Banking. La finance, comme les autres secteurs de l'économie, est en train de se digitaliser. Il faut des experts dans ce domaine. Et enfin, nous avons un MBA en Management des achats et de la supply chain. D'accord, on a compris parfaitement. Quels sont les avantages justement distinctifs de ce programme international MBA in Entrepreneurship que vous pouvez nous donner justement? C'est vrai que j'aurais souhaité que Dr Ndouma... Non, ben il est là. Voilà, j'aurais souhaité que Dr Ndouma réponde à cette question. Il est là, je vais lui poser la question. Voilà. Justement, on veut savoir les avantages distinctifs de ce programme. Merci. Alors, la distinction de ce programme commence toujours par le choix des partenaires stratégiques. Oui. L'ISTEC de Paris, c'est une grande école en France qui est membre des 40 écoles de la conférence des grandes écoles en Europe. C'est une distinction, c'est un mérite que de faire appartenir de la conférence des grandes écoles, et il y a une évaluation tous les 3 ans. Donc l'ISTEC de Paris en fait partie, et c'est l'ISTEC de Paris qui délivre le diplôme MBA in Global Entrepreneurship en partenariat avec l'Institut universitaire de la Côte. Oui. Ça, c'est une particularité. Donc c'est un diplôme français européen. Ensuite, il faut dire que c'est une formation qui permet aux candidats de sortir de la formation avec une entreprise clé en main. On parle de Global Entrepreneurship. Donc, le fondateur a créé un incubateur high-tech qui permet que tous nos candidats qui vont rentrer dans ce MBA-là en 5e année puissent donc expérimenter leur entreprise au sein de l'incubateur et qu'au sortir de là, ils puissent lancer leur activité, qu'ils soient en fonction ailleurs ou pas, parce que c'est possible de le faire parallèlement. Parallèlement, justement, quelles sont les conditions d'admission et vos dates de rentrée académique? Bon, les conditions d'admission au MBA, il faut avoir, aux différents MBA, il faut avoir déjà un bac plus 3. Oui. Il faut avoir au minimum 5 années d'expérience. 5 années d'expérience. 5 années d'expérience. Je rappelle que la sélection est en cours dans nos différents campus d'Aqua et de Lorbossou. Et d'ailleurs, je pense que je parle sous le contrôle de Dr Ndouma. Il y a une réunion de rentrée qui est prévue dans les prochains jours. Et immédiatement après cette réunion de rentrée, évidemment, les séminaires vont débuter, que ce soit en Executive MBA, que ce soit les MBA in Global Entrepreneurship, que ce soit les Executive Certification in Global Management. Oui. La rentrée est prévue pour la mi-novembre. Et les contacts pour justement vous joindre? On les voit d'ailleurs sur notre petit écran d'ailleurs, et surtout vous qui êtes à la maison, sur vos petits écrans, 699 30 170. Pour ne pas dire 699 000 170, 695 49 09 42, 695 49 09 42. On va pas également oublier de vous demander de visiter justement le site web de l'IUC. www.iuc-univ.net. Il suffit juste de faire la recherche. Voilà, vous tapez IUC. Je crois que si vous tapez une formation MBA sur Google, l'IUC va apparaître en tête. Immédiatement. Messieurs, je veux vous dire merci d'avoir été là ce matin. C'est nous qui vous remercions. Docteur Ndouma Jean-René, vous êtes coordonnateur exécutif programme de l'IUC. Je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Monsieur Kamdem Ghislain, vous êtes de la direction des relations avec les entreprises, surtout de la communication à l'IUC. Merci également d'avoir été là ce matin. Je pense que j'ai rectifié le coup. Très heureux de vous avoir aussi justement sur ce plateau ce matin. Mesdames, messieurs, dans un instant, nous allons entrer dans le débat. Le thème choisi pour ce vendredi 6 novembre de l'an de grâce 2020. Projet de réduction de la population mondiale par la Covid-21 et construction des camps d'isolation pour les réfractaires. Un retour à l'eugénisme nazi, c'est notre grande interrogation. On se lève sur le monde endormi. On espère tout simplement qu'un jour arrivera sur le monde endormi, eh bien, cette vague d'amour. Car, comme le disait Chikaya Utamsi, un grand écrivain sur le continent africain, eh bien l'amour défie tout ce que la vie promet de mort. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre. Je vais commencer par dire bonjour à mes invités ce matin. Docteur Yam Timba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Ngos, merci de m'avoir invité une fois de plus. Très heureux de vous avoir sur notre plateau ce matin. Écoutez, je suis là. Ça marche super bien, les livres qui vont être édités dans les jours à venir. Je rappelle qu'il y a un qui se trouve déjà dans une maison d'édition au Canada. Oui, je crois que ce sera publié dans quelques semaines.
Ça va, on travaille dur, on espère que ça va. Oui, ça faisait longtemps quand même, hein, parce que vous nous avez dit que ça faisait longtemps que vous n'avez pas pris le temps pour vous-même, oui, hein, justement pour ressortir tout ce que vous avez dans la tête et dans votre cœur également. Un peu, oui. Très heureux de vous avoir ce matin sur notre plateau. Président Badakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn Gross. Un bonjour spécial à mon ami Dr Yam. J'attends impatiemment les bouquins. On les attend sur notre plateau. On y apprendra beaucoup de choses, tellement il est rempli, bourré de talent, bourré de connaissances. Je suis content de le retrouver ce matin. Effectivement, ça faisait un bon bout. Un bon bout, justement. Je salue sa famille, je salue son épouse. Merci. Je voudrais saluer tous les techniciens, et particulièrement Stanby. Elle est là. Salut Stanby. Elle est encore là ce matin. Voilà, et toute la communauté partenaire de DBS qui nous accompagne. Vous imaginez, mon Jocelyn Gross, que je ne peux pas commencer l'émission sans parler des États-Unis. Sans commentaire. C'est-à-dire, est-ce qu'en Afrique, on a déjà fraudé comme ça? Est-ce qu'en Afrique, un candidat a déjà fraudé comme Joe Biden? Il y a eu ce niveau de fraude en Afrique. Vous savez, M. Gross, ça fait sourire, mais on peut aussi pleurer, parce que ça fait longtemps que nous disons aux Africains qu'il n'y a aucune démocratie dans aucun pays occidental. Y compris les pays nordiques, qu'on vante tant. Ce sont des pays qui ont une certaine performance économique, un certain consensus socio-économique qui les permet d'organiser un type d'économie qui les distribue, n'est-ce pas, et créer l'équilibre assez avantageux en matière de fiscalité et de redistribution, certes, mais ce ne sont pas des démocraties. Vous ne pouvez pas être une démocratie, vous vous organisez pour aller détruire d'autres pays, et on vous appelle démocratie. Et nous sommes surpris de voir qu'en Afrique, vous avez des docteurs en doctorat, des professeurs en professorat, qui enseignent matin, midi, soir, que les démocraties européennes, les pays avancés, les pays civilisés, voilà la vérité qui éclate aux États-Unis. Ce n'est pas la première fois. Oh non, non, je dis le niveau de fraude là. C'est encore plus grave parce qu'ils sont en pleine mission civilisatrice, démocratique en Afrique et dans le monde. Et ce sont les évangélistes de la démocratie. Ce sont des missionnaires de la démocratie. Vous voyez un peu. Depuis la fin du 21e siècle, 21e siècle, l'Occident a rénové la mission civilisatrice, cette fois-ci en se cachant derrière le masque de la démocratie. Or, on est en train de voir ce qui se passe. Je voudrais pas insister sur la valeur de la classe politique américaine. Un type comme Biden. Comment dans un pays démocratique, vous pouvez avoir comme vice-président Biden? Une pourriture la plus absolue. Mais il est vice-président. Il trône au sommet de ce pays-là. C'est quand même terrible ça. Donc voilà les États-Unis. Voilà ce qu'on est en train de voir. Et on verra encore qui viendra donner le son. Moi, j'ai envie d'entendre la voix des ambassadeurs américains au Cameroun. Même celui qui vient d'arriver là. Ambassadeur américain qui est à Yaoundé là. J'espère qu'il se lave le matin, le visage sans problème. Quand il voit ce que son pays est en train de montrer au monde, les donneurs de leçons. Je me réjouis ce matin que notre cardinal se soit bien tiré. Oui. Et l'autre monseigneur, c'est ça. Oui, sans oublier le fond de sang. Ah, le fond de sang, oui. Oui. Il soit heureux que... Qui est rentré justement dans son fondom et qui a été justement arrêté. Nous bénissons Dieu qui a permis que rien ne arrive de grave. Il faut être prudent. Très prudent. Voilà. Merci d'être là ce matin, Président Badakani, pour cette dernière édition de DBS Matin de la semaine. Docteur Jean-Paul Mbelek, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, et merci à nouveau effectivement de m'inviter. Bonjour à tous mes copanélistes. Bonjour aux techniciens, sans qui nous aurons du mal à fonctionner ce matin, et même en général. Bonjour à tous les fans de DBS Matin, au club DBS Matin. Et bon, j'ai pas un coup de gueule en soi, mais je veux juste réaffirmer la forfaiture qui a lieu en Côte d'Ivoire. Voilà. Et il est temps vraiment que les Ivoiriens se prennent en charge et vous dites comment enchâssement, et fasse l'enchâssement définitif de ce Ouattara qui est un commis, un esclave de la communauté autoproclamée internationale. Voilà. Et je dis que par tous les moyens, by any means necessary. By any means necessary. No comment. Voilà. No comment.
On vous a compris parfaitement. Projet de réduction de la population mondiale par la Covid-21, par la Covid-19 et construction des camps d'isolation pour les réfractaires. Un retour à l'eugénisme nazi, c'est notre grande interrogation. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. Ils avaient tout prévu, ils avaient tout programmé, ils avaient tout concocté. La crise du Covid-19, tout avait été préparé longtemps à l'avance, des décennies même à l'avance. Et voici un chef d'État qui n'a pas eu tort, ou alors il n'a pas eu peur de le déclarer haut et fort depuis de très longues années et durant son règne comme président du côté de la France. Regardons ces images et revenons plus tard. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes. C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Qui est derrière tout ça? C'est la véritable interrogation. Qui est derrière tout ça? Pendant ce temps, du côté du Canada, eh bien, on est en train de préparer la Covid-21. Et on a préparé de ce côté-là des camps d'isolation pour les réfractaires. Cela signifie tout simplement que si vous refusez de porter un masque, si vous refusez de faire justement ce qu'on vous demandera de faire, on vous mettra tout simplement comme dans un camp de concentration, comme à l'époque nazie. Regardons justement cette autre vidéo. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà le document qui s'appelle Plein feu sur l'heure juste. Le Canada devient tyrannique, partagé par des Canadiens qui ont assisté à une réunion et qui a pu filtrer. Et vous allez avoir également ici la deuxième verrouillage total des camps d'isolation pour ceux qui refuseraient. Voilà donc... c'est un Canadien, merci à lui, qui l'a partagé, il s'appelle Joël Nardon, donc que je suis puisque je suis abonné à beaucoup de pays, donc Canada, Amérique, etc. Et donc ça me permet d'avoir des éléments assez rapidement. Voilà, donc le 14 octobre, il dit « J'ai reçu cela d'un membre élu du gouvernement canadien qui est consterné par les projets du cabinet du Premier ministre ». Donc ça s'appelle le PMO pour nos voisins du Nord. C'est un cauchemar qui est en train de se dérouler. Je veux vous fournir des informations très importantes. Je suis un membre du comité du Parti libéral du Canada. Je siège dans plusieurs groupes de comités, mais les informations que je fournis proviennent du comité de planification stratégique qui est dirigé par le cabinet du Premier ministre. Je dois commencer par dire que je ne suis pas content de faire ça, mais je le dois. En tant que Canadien et surtout en tant que parent qui souhaite un avenir meilleur, non seulement pour mes enfants, mais aussi pour les autres enfants. Et en ce qui me concerne, je relais également ce document et je m'ajoute également à ce monsieur et à ce qu'il évoque. Également, moi ce que je veux également, c'est le bien de l'humanité. Et voilà pourquoi je fais également tout ce travail de partage vis-à-vis d'autrui. Voilà. Voilà, c'est un document très très important et où vous allez avoir toutes les dates clés. Voilà, l'autre raison, dit-il ici, ce monsieur, pour laquelle je fais cela, c'est parce qu'environ 30% des membres du comité ne sont pas satisfaits de la direction que ça prend au Canada. Mais nos opinions ont été ignorées. Ils prévoient d'aller de l'avant vers leur objectif. Voici ici la feuille de route et l'objectif
qui ont été définis ici par le PMO et ce sont les suivants. Donc, petit point, premier point. Mettre progressivement en place les restrictions d'un second verrouillage sur une base continue en commençant par les grandes régions métropolitaines d'abord et en s'étendant vers l'extérieur prévu d'ici novembre 2020. Accélérer l'acquisition ou la construction d'installations d'isolement dans chaque province et territoire, prévu décembre 2020. Les nouveaux cas quotidiens de Covid augmenteront au-delà de la capacité de test, y compris une augmentation de décès qui sont liés au Covid en suivant les mêmes courbes de croissance, sont attendus pour fin novembre 2020. Second verrouillage complet et total, beaucoup plus strict que les restrictions du premier verrouillage et la deuxième phase de roulement, prévu fin décembre 2020, début janvier 2021. Réforme et extension du programme de chômage en vue de sa transition vers le programme de revenus de base universel, prévu ici le premier trimestre 2021. Mutation projetée du Covid-19 ou co-infection avec un virus secondaire qui s'appellera le Covid-21. Messieurs, vous avez suivi les uns et les autres. Ils avaient déjà programmé cela, président Bandakani. On parlera dans les jours à venir du Covid-21, c'est ce qui est prévu. On ne va pas également oublier que nous sommes en plein mois de novembre 2020. Et du côté de l'Occident, précisément en France et ailleurs, eh bien, on parle du second verrouillage. Et sans oublier, bien sûr, des couvre-feux entre 21h et 6h du matin. En fait, on a même beaucoup changé. On a l'impression que le virus a muté. Mon cher Jocelyn Gaulle, je n'aime pas souvent faire allusion à mes sorties souvent qui sont d'ailleurs très rares sur Facebook. J'avais fait une vidéo dès le début de cette prétendue pandémie où j'avais annoncé qu'il y aura Covid-19, Covid-20, Covid-21. La vidéo est encore sur Facebook. Donc, pour rappeler quoi, on est souvent gêné quand il faut toujours répéter la même chose aux Africains, la même chose aux gens, quant à ce qui concerne des évidences, qui souvent relèvent du bon sens. Tout simplement que ça. Nous avons toujours dit que cette affaire a été fabriquée. Ce qui ne veut pas dire que la maladie n'existe pas. Deux choses différentes. Fabriquée, préparée, organisée dans le but d'instaurer un fascisme universel, un nazisme de type universel, dans les mains de quelques familles, dont en particulier les Rothschild. Si vous faites une émission ici sur l'histoire de Rothschild, on va vous amener des éléments. Vous allez voir comment depuis c'est planifié pour arriver où on est arrivé là. Oui. Il y a des traces, tout ça c'est pas nouveau. Depuis au moins 500 ans, c'est planifié au moins pour arriver là. Il y a des traces, il y a des livres, il y a tout. C'est plus un débat aujourd'hui. C'est plus un débat aujourd'hui, mon cher ami. Voilà une des rares, entre guillemets, maladies au monde où, voilà comment ça devient une maladie. Quand vous allez à l'hôpital, les médecins sont payés pour écrire que vous avez le Covid. Vous connaissez beaucoup de maladies où on fait comme ça. C'est-à-dire que les médecins sont payés. Chaque fois qu'ils vont dire Covid, ils reçoivent de l'argent. Et beaucoup de l'argent. Et ceci dans tout le monde entier. Vous avez des primes quand vous dites que quelqu'un est mort du Covid. Autrement dit, on a encouragé et financé le massacre des gens. Parce que quand vous ouvrez une telle vanne, vous avez créé une pompe que vous n'arrêtez plus. Parce que ça va être la course à celui qui va présenter le plus non seulement de malades Covid, mais des cadavres Covid. Cette maladie. C'est ce que vous appelez pandémie là. Voilà une pandémie qui n'a pas de patient zéro. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de patient zéro. Tout le monde sait que l'un des critères de base pour d'abord dire que ça c'est une épidémie ou une pandémie, le patient zéro c'est de base, c'est le déclencheur, c'est la base. Oui. On dit le patient zéro qui sert de référent pour dire que voici ça, le spécimen. Il n'y a pas. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas. Il n'y a pas. Personne ne le connaît. On a dit que c'est un pangolin. Que c'est parti d'un pangolin. Après on l'a inventé, comme ça. Il n'y a pas de patient zéro. Je ne reviens pas sur tous les scandales qu'il y a dans un pays comme la France, aux États-Unis, où on a tué pratiquement des gens.
ou c'est le traitement qui vous tue. Le traitement que vous administrez qui vous tue. Il y a tellement de scandales. Voilà un virus, n'est-ce pas, entre guillemets, qui est très intelligent. Quand vous êtes dans un métro, il vous évite. Mais quand vous êtes dans un restaurant, il vous attrape. Vous pouvez vous balader en plein jour, mais quand vous êtes assis dans une maison, en plein jour, le virus ne vous fait rien. Mais assis dans une maison, le virus vient et vous attrape tous. Donc, c'est un virus extrêmement intelligent. Il sévit dans certains pays, il ne sévit pas ailleurs. C'est un virus spécial parce que le FMI finance les États pour que vous confinez vos populations. Oui. Et que vous dites que non, mon pays est désormais sous danger Covid et vous recevez de l'argent. Voilà toujours voilà le même virus. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, des médecins, les infectiologues les plus connus du monde, comme Didier Raoult et autres, ont déjà dit que ce virus a muté. Il mute. Et ils ont isolé plusieurs même échantillons de mutants isolés. Vous pouvez voir ça, vous pouvez voir ça sur YouTube, hein. Vous tapez son tour, vous voyez tout ça là-dedans. Ne vous inquiétez pas. Mais on nous dit pourtant que des vaccins sont déjà arrêtés. Mais c'est pour vacciner quoi? Puisque le virus, là, tel qu'on a connu en mars dernier, a déjà muté. Les vaccins aussi vont muter. Les vaccins vont muter aussi. Nous avons dit depuis, mon cher Ngoz, que cette affaire-là, les gens qui dirigent le monde, entre guillemets, qui dirigent le monde, sont les vrais nazis. Hitler, c'était Jésus devant ces gens-là. Hitler, c'était un enfant devant ces gens-là. Voilà le vrai nazisme devant nous. Le vrai nazisme, ces camps de concentration, ce n'est pas seulement au Canada, en Allemagne, partout dans beaucoup de pays européens, ces camps sont déjà préparés. Préparés. Et heureusement, et c'est même un des enjeux de l'élection américaine. C'est un des enjeux de l'élection américaine. Quand vous voyez des gens comme le Joe Biden, Parti démocrate, vouloir passer par tous les moyens, l'enjeu c'est ça. Parce que dès qu'il passe aux États-Unis, il déclare le programme en France, au Canada, en Allemagne et dans tous ces pays européens. Pendant qu'on confine les gens, vous avez des pays au monde qui n'ont pas confiné, qui n'ont pas confiné. La Suède n'a pas confiné. La Biélorussie a refusé. Donc, il est établi aujourd'hui même par l'OMS a reconnu enfin ça. L'OMS a enfin une honte et a dit ouvertement que non, le confinement est dangereux, c'est inapproprié, ça appauvrit les pays pour rien. C'est l'OMS qui l'a dit. Je ne reviens pas sur le fait qu'elle a avalé sa langue même sur le masque. Où l'OMS dit quand même que non, il n'y a aucune théorie, il n'y a aucune recherche scientifique qui va dire que le masque protège du virus. C'est l'OMS qui le dit, c'est pas nous. Allez fouiller, lorsque vous allez voir ça dedans. C'est eux qui le disent. Mais pourquoi donc on prépare ces camps de concentration? Mon cher Ngoz, vous dites bien eugénisme, le projet il est clair. Dès 1974, je me souviens c'est exact, je pense à la date, les Américains décident que leur politique étrangère à l'égard du tiers-monde est placée sur le sceau de la diminution de la population. Oui. C'est écrit, c'est annoncé, c'est Kissinger, le premier secrétaire d'État. Et depuis ce moment-là, ça a été ravalé en secret, mais c'est la même chose qui gouverne la politique américaine étrangère à l'égard du tiers-monde. C'est écrit. C'est un objectif de politique étrangère des États-Unis. Ça a été marqué dans le registre, comme ils disent, sécurité nationale. Aux États-Unis, quand on dit qu'un sujet est sécurité nationale, ça veut dire que c'est la priorité absolue pour les États-Unis. C'est écrit, c'est écrit. Quand le Covid a commencé, Kissinger a fait une sortie. Il parle à peine ce temps-ci. Il est très âgé. C'est tordu. Il a dit, enfin le grand jour est arrivé. Moi j'ai les documents. Le grand jour est enfin arrivé où notre plan doit être implémenté. Oui. Il est sorti, il a dit ça ouvertement. Il a rappelé que c'est depuis 1974 qu'ils travaillent pour ce plan. Vous avez des réunions qui se tiennent à des niveaux très élevés en Europe. Des vidéos existent, des traces existent, des documents existent, où des gens, des stratèges européens sont réunis pour dire que le péril majeur qu'ils courent, c'est ce qu'ils appellent la démographie africaine. Je ne parle pas des autres. Ils parlent donc que l'objectif principal, c'est de diminuer la population africaine dans un premier temps et passer plus loin. C'est-à-dire son quasi-anéantissement.
Ils le disent ouvertement, c'est dit et c'est connu de façon claire. Donc maintenant, quand ces projets-là ne sont que la face visible du vrai projet qui est le jeunisme. Docteur Yann, si on a fait un débat ici un jour, il a bien expliqué le projet. On en parlera dans un instant. C'est une évolution naturelle du capitalisme. Parce qu'aujourd'hui, la bourgeoisie mondiale, coiffée par les banquiers, et j'aime vous mettre un nom, la famille Rothschild, elle n'est pas seule. Vous avez des Rockefeller, mais particulièrement cette famille-là, ne veut plus entendre parler d'ouvriers, de grèves, de protestations. Ils ne veulent plus que personne sur cette terre remette en cause la suprématie bourgeoise, c'est-à-dire de ceux qui ont l'argent, qui ont le capital. C'est là qu'il s'agit. Donc il faut créer une nouvelle espèce humaine qui va être un esclave à vie, malléable comme ils veulent, convéable à merci, en fonction de leur désignata. Et eux donc, ils vont donc se réserver, eux, les plaisirs, les vrais plaisirs de l'humanité. Les vrais plaisirs de l'humanité. Ils vont se réserver ça à eux. Le reste là, ce sont les esclaves qui doivent travailler. On va moduler leur force de travail selon les désirs des bourgeois. En fait, il s'agit de faire de l'être humain un logiciel. Tout simplement. On vous comprend parfaitement. Eric Pépin Vikaï, bonjour, bienvenue à vous également. Oui, bonjour Steve, bonjour à l'ensemble de mes copanélistes et à nos milliers de téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Non, tout doucement. Bon début de week-end. On vous dit ça comme ça, pour vous remonter un peu le moral. Docteur Yamtimba, vous avez suivi justement Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy qui déclarait haut et fort que le début de cette crise sera justement l'entrée véritable dans le 21e siècle. Un nouveau visage même de la mondialisation. Et il déclare haut et fort que personne, je reprends ces termes, je dis bien personne, ne nous empêchera de le faire. Vous savez, en 1676, la couronne anglaise décide que il signe une charte qu'on appelle la charte des Indes. Et ils décident qu'ils domineront l'Inde pendant 1000 ans. On peut toujours vouloir tout ce qu'on veut, mais on n'a pas nécessairement tout ce qu'on veut. Je pense que il s'en est suivi un certain nombre de choses. Là, on a parlé, Bandakani rappelait le capitalisme, et on en avait discuté ici, mais il y a un certain nombre de choses qui se sont produites au XXe siècle. Oui. Ce qui s'est passé en Allemagne n'était pas quelque chose qui est arrivé de façon spontanée. Non, c'était une étape. C'était une étape d'une longue expérience qui se met en place et qui va être théorisée par un philosophe français qui s'appelle Michel Foucault sous le terme de panopticon dans les années 60. Le panopticon, c'est l'idée que que l'État puisse à tout moment contrôler tout le monde sous tous les angles, quel que soit ce que vous faites, panopticon, donc vraiment voir partout, voir tout ce qu'il y a. Et ça va se poursuivre à travers un scandale qui est vite passé. Tout à l'heure, il parlait de quelle est cette maladie qu'on attrape parce que le médecin a déclaré que vous la portez. Il y a le sida, par exemple. Il y a le sida, par exemple, qui est censé être découvert en 83, mais dont le médicament avait été découvert en 57. Bon, d'accord. Donc, en fait, il y a des tests. Il y a une série de tests qui se succèdent. Et ces tests-là visent la construction d'une société d'un certain type. La vérité est que beaucoup de gens pensent que que les Occidentaux auraient pu se satisfaire d'une Afrique qui devient simplement un débouché économique où les gens consomment. La difficulté, c'est que vous avez aujourd'hui beaucoup de gens sur ce continent qui travaillent dur pour qu'ils se relèvent. Et au fond, la vie n'appartient pas aux Occidentaux, donc c'est pas eux, ils ne l'ont pas créée, ils ne vont pas la détruire. Ce qui se passe au Canada, en réalité, fait partie de ces lièvres qui sont levés par une incohérence ou un problème, un mécanisme qui s'enraye. Je suis persuadé que si la réponse qu'attendait le député local de l'Ontario dans cet hémicycle du Parlement local de l'Ontario avait été une réponse franche, précise, claire, on n'aurait pas ce buzz aujourd'hui. Malheureusement, le représentant du gouvernement qui était là, il a raconté une longue histoire, il n'a pas répondu et c'est ça qui a provoqué la traînée de poudre.
il se trouve que dans tous les pays développés aujourd'hui, il y a des constructions de camps à bout de bras. On ne sait pas très bien à quoi ça va servir. Oui. Il y a des navires qui sont complètement modifiés pour devenir des prisons. Vous savez qu'on a longuement parlé des prisons flottantes de la CIA ou des États-Unis où la prison est devenue une affaire privée. Oui. Mais il y a énormément de camps, il y a beaucoup d'usines dans les zones, par exemple, de la ceinture de la Syrie aux États-Unis qui sont en train d'être transformées. Et il faut que, particulièrement, les Africains fassent très attention. Parce que quand ils sont là, ils applaudissent. Ouais, Joe Biden va arriver au pouvoir. Ce gars-là disait que c'est une chose dont il ne faut même pas rêver que lui puisse prendre un café un jour avec un noir. Mais bon, il a quand même été vice-président noir pendant 8 ans. Et il le disait en 79. On peut retrouver tous ces documents. Étant déjà sénateur, bien sûr. Ce qui se passe aujourd'hui, à mon humble avis, c'est que ça peut s'expliquer par les développements prochains du capitalisme, mais également cela peut s'expliquer par le fait qu'en réalité, vous avez une société qui est bâtie qui a pour fondement l'esclavage. Les sociétés occidentales sont fondées sur l'esclavage. Tout à l'heure, un de vos collègues parlait de la Grèce et disait que la Grèce est le fondement de la démocratie. Ce n'est pas une démocratie, la Grèce. La Grèce était une société de caste. La Grèce antique, c'était une société de caste. Vous aviez 10-15% d'hommes libres, après vous aviez la masse des esclaves, et vous aviez les euphorbes, les gens les homosexuels, vous voulez... les efféminés. Non, pas forcément qu'ils étaient efféminés, c'est que la société était organisée telle que les hommes allaient avec les hommes. C'est comme ça leur façon de vivre. Et Socrate, c'est ça qu'il critiquait. Et on a dit qu'il faisait de la corruption de la jeunesse, parce qu'évidemment, son discours amener les jeunes à se dire, mais c'est vrai, on ne peut pas être réduit à ça. On ne peut pas être réduit à ça, d'où l'idée qu'il a corrompu la jeunesse, il fallait qu'il meure. Donc les hommes libres, il les privait de leur fameux plaisir de la vie, et donc on l'a fait tuer. Le modèle de société dont rêvent les Occidentaux reste le même. Quelques hommes libres, une poignée d'hommes libres qui se livrent à tous les plaisirs imaginables, les plus pervers possibles d'ailleurs. Une masse infinie d'esclaves qui travaillent pour eux et qui leur libèrent du temps. Il les défait, du temps moderne. C'est ça. En fait, c'est le même modèle de société. Et aujourd'hui, ça prend juste des formes un peu plus complexes à cause du fait que on sait qu'avec vous ne pouvez pas gérer une société de quelques centaines de milliers de personnes, de la même manière que vous gérez 8 à 10 milliards d'habitants. Et il y a quand même un os dans cette affaire, une difficulté majeure, c'est que vous avez quand même des pays comme la Chine qui vont peut-être pas nécessairement suivre. Oui. Et ça risque d'être un gros problème. Mais il y a pire. C'est que vous avez un continent qui semblait acquis, mais qui devient de plus en plus rebelle, le continent africain. Les dynamiques à l'œuvre, les dynamiques sociales, à l'œuvre en Afrique aujourd'hui démontre clairement que, qu'on le veuille ou pas, d'ici 50 ans, l'Afrique va recouvrer son autonomie, son indépendance. Sauf que, si l'Afrique recouvre son autonomie, son indépendance, vous aurez d'ici 50 ans près de la moitié de la population mondiale qu'on ne pourra plus contrôler. Mais quand vous y ajoutez le monde sud-est asiatique, vous voyez que l'Occident sera réduit à une portion congrue. Être réduit à une portion congrue, en réalité, de quoi est-ce qu'ils ont peur? Ils ont peur, eux, de devenir des esclaves. C'est ça le vrai problème, en réalité. Et donc, ils appliquent une stratégie qui est très bien connue en Occident. Vous attaquez avant, vous anticipez, vous faites les guerres préventives, des choses comme ça. Donc, en réalité, à chaque fois, vous n'attendez pas que ça arrive, vous anticipez. On est donc en ce moment-ci dans une guerre. Nous sommes dans une guerre. Je vois beaucoup d'Africains. Bien sûr. Quelles sont les personnes qui vont aller au Canada? Les Africains. Les Africains. Et vous pensez que les Canadiens sont prêts à les accueillir? Les camps de concentration, c'est qui? C'est pour les Européens? Non. La vérité est qu'ils attendent deux ou trois personnes ou 4 groupes qui vont y arriver. Vous aurez les Africains pour qui aller dans ces pays-là, c'est réussir. C'est ça, réussir. Ensuite, vous avez tous les illuminés chinois qui pensent que le régime chinois actuel est diabolique, machin, tout ça, tous les convertis qui veulent y aller. Vous avez les Arabes qui sont quand même, c'est des gens qu'ils n'acceptent pas forcément, donc vous avez ces gens qui vont aller là-bas. Et puis, il y a tous ceux dans leur société
que tous les déchets que leur propre société fabrique. C'est-à-dire tous ces gens qui sont des drogués, toutes ces personnes-là. Les dégénérés, c'est comme ça qu'ils les appellent exactement, les dégénérés sociaux. Donc, il faut trouver le moyen de les sortir de la bonne société. Et vous allez observer, je parle sous le contrôle de ceux qui ont longtemps vécu en Europe ou en Amérique du Nord. Vous constaterez que, contrairement à chez nous, où tout le monde est intégré à notre filet de solidarité qui fait que même le fou n'est pas rejeté par sa famille, en Occident, de façon systématique, si vous ne remplissez pas certains critères, on vous sort de la société. Aussi simple que ça. Et le camp, en réalité, c'est simplement qu'il faut débarrasser les rues. C'est qu'il faut débarrasser les rues et mettre les gens quelque part. Maintenant, donc, comme vous avez 8 milliards de personnes dans le monde, presque, il faut trouver un moyen qui puisse vous permettre de sortir ce que vous voulez sortir de la société, et permettre au nouvel ordre mondial de s'établir. Oui. Et donc, vous trouvez quelque chose comme cela. En Afrique du Sud, quand ils estimaient qu'il fallait que l'apartheid continue, ils ont trouvé le sida. Aussi simple que ça. Et aujourd'hui, on se dit que le Covid, ou la Covid, je ne sais jamais quel est la même chose. Ce truc, et pourrait faire l'affaire. Oui. Naturellement, tout le monde sait, et il y a beaucoup de ministres en Occident qui le disent, un vaccin contre la Covid relancerait l'économie. Donc vous voyez que les gens ne sont pas du tout sur des préoccupations de l'humanité qui va bien vivre. Ils sont sur des préoccupations purement capitalistes. Et je vais jeter par là la question par laquelle votre vidéo s'achève. Qui est derrière tout ça? Mais qui est derrière tout ça rejoint une question toute simple. Vous entendez dire qu'il y a une grosse dette de tous les pays, que le monde a une dette de temps. Mais le monde doit de l'argent à qui? C'est la véritable interrogation. À qui le monde doit-il de l'argent? C'est une question... Je vais me tourner vers vous, docteur Jean-Paul Mbelek. Le monde doit de l'argent, mais à qui le monde doit de l'argent? Lorsqu'on a écouté d'ailleurs tout à l'heure Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy, il dit pour sa part que tous les biens du monde doivent appartenir à l'humanité. Est-ce pour dire aujourd'hui que le plus grand danger pour l'Occident, c'est l'homme noir? Alors là, j'ai écouté attentivement tout ce qui a été dit. C'est très intéressant, c'est dense aussi. Hein. Oui. Le président Badakene a bien dit qu'il y avait un plan qui remonte au moins à 500 ans. Bon, maintenant quand on va chez Yam Timba, il insiste sur le capitalisme, sur le fait que l'Occident, il insiste sur l'Occident. Oui. C'est votre question aussi d'ailleurs. Et qu'ils font attaquer vaut mieux que ils anticipent, vaut mieux que voilà. Ils préviennent. Voilà. Bon, là, si c'est ça l'objectif, c'est difficile à concilier avec le fait qu'il y avait d'abord un plan. Ou alors c'est les deux à la fois. Il y a un plan, et pendant qu'on fait le plan en même temps, on se rend compte que les autres réagissent, il faut attaquer avant. Donc vous voyez, c'est complexe. Hein, oui. Bon, moi, puis Yam Timba dit que ceux qui ont vécu, oui, moi j'ai une longue vie en Occident, en particulier en France. Et de temps, il y a de la France, j'ai voyagé aussi, beaucoup, dans beaucoup de pays du monde même. Moi, j'ai beaucoup voyagé par la science. C'est la science qui m'a beaucoup fait voyager. Mais si c'est pour vivre, j'ai beaucoup vécu en France. Et je ne suis pas d'accord avec cette idée d'Occident. Ça, c'est tomber dans un piège. Je reviens sur... Je pense que ce que dit le président Badakane est beaucoup plus proche de la réalité, telle qu'on la vit en réalité. Voilà. C'est-à-dire que quand on dit toujours l'Occident, c'est oublier que les gens qui ont initié ce plan s'attaquent aussi à l'Occident. L'Occident n'est qu'une région géographique. Et les Occidentaux ne sont que des humains qui, dans le plan talmudique, sont des esclaves. Parce que les vrais maîtres sont les gens qui, eux, pratiquent le Talmud. Donc c'est la religion. Donc y compris tous les goïms, en fait, sont des esclaves dans le Talmud. Ok? Donc ces Occidentaux en font partie. Voilà. Donc moi je dirais pas l'Occident, parce que franchement c'est... Non, c'est pas parce que quelqu'un bénéficie. C'est-à-dire que quand tu es dans cette région géographique, tu bénéficies de tous les rapides, les vols que ces gens qui ont planifié tout ça, leur pompe aspirante, ramènent des richesses d'extérieur, les approvissent à l'extérieur et apportent à cet endroit-là, et les gens en profitent, à commencer par les citoyens occidentaux. Oui, mais y compris les non-occidentaux qui vivent là.
ils en profitent aussi à un certain niveau. Je vais dire par là qu'un Camerounais qui vit en Europe profite d'exploitation des Camerounais à travers le système. Peut-être moins que les autres, mais il en profite aussi. Oui. Juste parce que, vous voyez, c'est le côté géographique. Parce que les gens qui planifient sont une minorité. Et ils sont dans ce territoire. Oui. Donc, pour ne pas se laisser rapidement envahir par les gens de ce territoire où même ils vivent, ils sont obligés quand même de donner quelques miettes, chacun à son niveau. Ok? Et n'oubliez pas une chose, c'est que eux, leur peur, c'est d'être démasqués. C'est pour cela tout ce qu'ils font, c'est toujours masquer. Il faut vraiment avoir une grande intelligence et, d'où les mathématiques dont j'insiste beaucoup, avoir une bonne analyse mathématique pour comprendre, suivre leur plan. Oui, même dans les élections américaines, là, c'est des maths. Même là où le Covid, c'est des mathématiques aussi qui sont en jeu. Parce que comment on peut mener des plans à long terme? Mais ceci dit, pour Nicolas Sarkozy, juste une seconde, hein, allez-y. Il finit par dire nul ne pourra s'y opposer. Oui, mais avant, il a dit que toutes les nations du monde doivent y participer, donner leur avis. Avant, comme ce que vous avez projeté tout à l'heure. Ça dit que on trompe, on avance masqué. Oui, tout le monde a donné son avis. Mais en réalité, c'est ce qu'il dit à la fin. Personne, ça dit que la dictature. Or, cette dictature, et là je reviens sur Yam Timba, se voit avec Hitler. C'est pas que Hitler c'est gentil, hein, président, par rapport à ce qu'ils font là maintenant. C'est eux qui ont financé Hitler. C'est les mêmes gens qui ont financé Hitler. C'est parce que Hitler, à un moment donné, a commencé à s'éloigner du plan qui lui était assigné à exécuter, qu'il a fallu éliminer Hitler. Comme on a éliminé Saddam Hussein. N'oubliez pas la guerre Iran-Irak. Ok? Donc, ces gens qui gèrent le monde, est-ce que l'Afrique c'est leur ennemi? Oui, parce que dans le Talmud, toute non seulement l'humanité, le goïm, c'est-à-dire non talmudiste, est considéré comme esclave, mais le noir n'est même pas considéré comme un homme. C'est écrit noir sur blanc dans le Talmud. C'est même pas un animal, c'est même... Quand ils sont gentils, ils disent que c'est entre l'homme et le singe. Vous vous étonnez que dans les études paléontologiques, pendant longtemps, avant que cette thèse de l'origine africaine de l'humanité soit acquise, il y a eu beaucoup d'opposition, y compris parmi les paléontologistes. Parce que ça allait contre le Talmud. Donc c'est normal qu'il y ait une résistance. Et aujourd'hui encore que la thèse de l'origine monogénétique de l'humanité a triomphé, qui parle d'hybridation. Hein, ils disent que quand l'homme sombre d'Afrique, il rencontre les Néandertals, ils se métissent avec eux. Mais raisonner de ça. D'où l'intérêt des mathématiques. Parce que quand vous raisonnez mathématiques, vous voyez que c'est absurde. Alors, l'argent, j'insiste, n'est pas à confondre avec la richesse. Parce que la première richesse de l'homme, c'est l'homme d'abord. Ensuite, c'est les biens matériels. Ok? Il fructifie tout ça en utilisant son intelligence et ses capacités à transformer les choses avec ses mains. Mais à la fin, c'est ça qu'on appelle la richesse. Ngwang. Ça, on parle de ça. Maintenant, l'argent, c'est autre chose. C'est une escroquerie. Et les Rothschild, les Rockefeller, les Warburg, les Schiff et tous ces talmudistes, parce qu'ils sont tous talmudistes en réalité. Justement. Ceux qui sont au sommet, en réalité. Quand on regarde bien, il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des imbéciles, comme si on est là, parce qu'ils ont des programmes scolaires, on a tous appris bêtement. Non, mais après, une fois qu'on a fait l'école, nous-mêmes, on a un recul sur nos connaissances qu'on a acquis à l'école. On est capable d'analyser. Les mathématiques servent à ça. J'insiste. Bon, donc une fois qu'ils ont fait ça, ils ont inventé ce concept d'argent qui sert de pompe aspirante pour prendre des richesses à un endroit et emmener à un autre où il n'y en avait pas. Quelqu'un disait ici, sur ce plateau, il n'y a pas longtemps, que la France n'a pas d'or. Mais on dit que... c'est la première réserve d'or au monde. Voilà, la première réserve au monde alors que sur leur sous-sol, il n'y a pas d'or. Hein. Au Mali, il y a beaucoup d'or, mais c'est un des pays les plus pauvres du monde. Essayez de comprendre quelque chose. C'est la confusion. On veut vous faire confondre argent et richesse. C'est pas pareil. L'argent se fabrique. L'argent dette crée les dettes. Et l'argent aujourd'hui est basé sur les dettes. Ok? Oui. C'est-à-dire que il y a une question qui dit, ah mais Trump il est milliardaire. Comment ça se fait que lui aussi se laisse alors qu'il a l'argent? Mais parce que l'argent, son argent, on peut tirer un trait dessus. C'est rien. On a l'exemple de Michael Jackson. On peut tirer un trait dessus. Les gens là, cette minorité de satanistes, disons-le comme ça. Voilà, ils fabriquent cet argent à leur volonté. Et ils ont déjà tellement corrompu l'esprit des humains que dès qu'on dit argent, l'humain lui confond argent, l'humain ordinaire confond argent et richesse. Et avec cet argent-là, que eux-mêmes ils ont fabriqué, c'est eux qui mettent les zéros. Hein. Ils vont envoyer quelqu'un tuer sa soeur, son frère, comme ça se fait dans le Nozo là, parce que lui il voit l'argent, alors que c'est eux qui l'ont fabriqué. Eux ils sont tranquilles chez eux, ils n'ont dépensé rien du tout. Ok, je pourrais en finir, hein, qu'on comprenne bien la différence entre argent et richesse. Vous prenez un billet de 10 000 francs CFA, c'est bien marqué 10 000 francs, non? Oui. Et vous croyez que pour fabriquer ce billet-là, ça a coûté même 10 francs CFA? Non, du tout. Alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Jean-Paul Bellec, pour tous ces éclaircies. Je vais me tourner vers vous, hein, Eric Pépin-Bicaye. Eric Pépin-Bicaye, aujourd'hui, on me dit que les leucodermes ont pour but d'empêcher la marche
La marche des Noirs dans le monde, est-ce que c'est ce qui est mis en place aujourd'hui pour réduire, ou alors continuer à réduire la race noire à l'esclavage, comme le déclarait Jean-Paul Mbelek? Bon, quels qu'en soient les cas, les dynamiques du monde aujourd'hui tendent à le démontrer. Et la plupart des gouvernants mettent de l'énergie pour que cette thèse puisse triompher. Si vous observez très bien les élections, que ce soit aux États-Unis, parce que c'est ce qui captive notre actualité, ou ailleurs, il y a toujours un concept d'ultranationaliste. Quand on est gentil, on parle des conservateurs. Mais c'est quoi en réalité ultranationaliste conservateur? Ce sont des expressions de politesse. Ça ne veut autre dire que ce sont des esclavagistes, tout simplement. Parce que quand vous prenez un peu le cas des États-Unis, la plupart des États qu'on qualifie d'États conservateurs, traditionnalistes, sont des États qui sont restés dans la logique de la domination, du suprémacisme. Ils sont restés esclavagistes. Ils n'ont pas compris que, en réalité, un pays comme les États-Unis, les Noirs aussi pouvaient être considérés comme américains, comme nord-américains. Parce que les générations ont évolué. Le pays s'est construit sur le prisme des tragédies. Et ces tragédies ont fait aujourd'hui qu'il doit y avoir une cohabitation pacifique entre deux communautés qui ont immigré sur cet espace-là. Si on exclut un peu la communauté de souche, qui a été exterminée justement par l'égoïsme de ces codermes dont vous faites allusion dans vos propos. Donc, il y a ce plan-là. Mais aujourd'hui, avec l'évolution technologique, avec la conscientisation, il est évident que l'implémentation de ces plans tarde à être mis en œuvre. Parce que les gens sont beaucoup plus attentifs aujourd'hui. Il y a une certaine circulation des flux d'informations entre les quatre coins du monde. Et ça fait que ceux, notamment les Noirs, à qui la plupart des politiques d'extermination sont destinées, sont assez attentistes. Et c'est ce qui fait par exemple que l'émergence du coronavirus en Afrique, compte tenu de tout ce qu'on avait prédit au début de cette pandémie, n'a pas apporté les fruits escomptés. Il ne faut pas oublier que le virus du sida a énormément tué en Afrique. Ebola qui est arrivé également. Le paludisme continue à tuer chaque minute. Hein? Bon, le paludisme, même, on peut l'associer très bien à notre condition, à notre environnement de vie. Mais on a là des maladies que j'appelle des maladies champignons, c'est-à-dire qui ont été produites dans les laboratoires et qui sont utilisées comme armes bactériologiques. Parce qu'en réalité, comme va parler le docteur Yam tout à l'heure, nous sommes en guerre. Et moi, je n'aime pas quand les scientifiques veulent utiliser, masquer un certain nombre d'expressions. Nous sommes en guerre biologique, tout simplement. Et dans ces scénarios-là, et moi, c'est ce qui m'intéresse un peu. C'est comme s'il y a quelqu'un qui a vendu la marchandise à d'autres. Et c'était une marchandise commandée. C'est-à-dire, comme on a dit de la Chine, que c'est le plus gros laboratoire du monde. Oui. Pour ce coup-ci, la Chine également a produit quelque chose qu'on a vendu à ceux qui ont l'habitude de consommer les produits qui sont en Chine. Actuellement, la plupart des pays sont en train de se reconfiner, c'est-à-dire de se fermer à nouveau. Mais on n'a pas assez d'informations sur comment fonctionne la société chinoise. D'où serait parti, parce qu'il ne faut même plus être dans le conditionnel, d'où est parti le coronavirus au mois de janvier. Il se trouve que la manufacture tourne de ce côté-là, pendant que le monde occidental est en train de se reconfiner. Forcément, ça peut impacter sur les autres espaces géographiques du monde, quel qu'en soit le cas. Et il se dit que l'ensemble des pays de la triade et de l'Europe constituent à eux seuls 60% de la production mondiale. Donc, si la production est arrêtée de ce côté-là, forcément, pour la plupart des pays cargo, que sont les pays africains, qui exportent leurs matières premières et ne les transforment pas sur place, ça peut impacter sur la dynamique des échanges. Donc, le projet, il est là. Et aujourd'hui, ce projet a des communicants pas les moindres. Parce que Sarkozy, c'est pas un badaud. Il était quand même président de la 6e puissance mondiale. Mais il y a une expression que vous ne voulez pas utiliser. Vous ne voulez pas utiliser le projet hégémonique, pour une fois de plus, de la communauté juive. Parce que Rockefeller, Rothschild, Sarkozy, il y a un lien étroit avec le communautarisme et la superpuissance actuelle des Juifs. Donc, tout ce qui se passe actuellement dans le monde, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine de la finance, que ce soit dans le domaine des innovations, il y a toujours la main des Juifs dessus. Et c'est assez formidable quand même
la façon dont cette communauté est en train de vouloir prendre sa revanche sur les multiples humiliations, entre guillemets, qu'ils ont eu à subir depuis la Bible et autres. C'est assez formidable du fait que les autres communautés, qu'elles soient noires, parce que juste d'accord avec la thèse de Dr Bellet, parce que quand on dit occidentaux, c'est très globalisant. Parce qu'à l'intérieur de ces occidentaux-là, il y en a qui subissent la misère. Quand un occidental perd un membre de sa famille et pleure, sa douleur n'est pas aussi petite que celle d'un Africain qui a perdu un membre de sa famille. Il s'agit de quelqu'un qui a perdu un être cher et qui doit pleurer. C'est-à-dire qu'il reste sur son dernier rempart, ce sont les pleurs. Donc eux aussi, ils subissent cette politique-là. On a vu les gilets jaunes, la sortie des gilets jaunes. Ça peut aussi s'apparenter aux multiples révolutions qui ont eu lieu en Afrique. Sauf que peut-être la révolution des gilets jaunes, qui était bien structurée, ne peut pas perdurer parce que nous sommes dans un pays occidental, forcément. Et il y a un certain visage qu'on ne peut plus, que le monde occidental ne peut plus vendre aujourd'hui aux autres pays, peuples qu'on estime des peuples à civiliser, à sociabiliser. Donc, il y a ça qu'il faut dire exactement. Il y a le fait que l'organisation juive actuellement dans le monde dérange. Les juifs, je prends un cas, j'ai une petite soeur avec qui j'ai changé lundi par rapport aux élections américaines, et elle m'évoquait un fait. Quelle est scolarisée aux États-Unis depuis le lycée? Et dans son cursus, jusqu'à l'université, elle n'a jamais eu pour camarade un juif. Je me suis empressé de poser la question pourquoi. Il me dit justement parce que eux, ils ont leurs écoles, ils ont leur formation, ils ont leur compréhension. Ils ont leurs universités, voilà, leurs complexes scolaires. Et puis là-bas, on les forme à la façon dont eux, ils doivent concevoir le monde. Quand ils sortent de là, vous entendez d'abord qu'ils sont multimilliardaires, parce que quand vous entendez le promoteur d'Amazon, c'est un juif, le promoteur de Facebook, c'est un juif. Vous voyez là où je veux en venir. Merci beaucoup. Messieurs, permettez-moi de lire quelques messages de nos téléspectateurs ce matin. Ils nous ont d'ailleurs écrit, ils sont très nombreux, scotchés sur Facebook et sans oublier sur WhatsApp ce matin. Bonjour à vous sur le plateau et bon week-end par extension. Merci pour les analyses en relation mathématique du docteur Mbelek et la perspicacité du docteur Yam, de la rigueur profonde, parfois poussée de Bandakani. On les découvre de jour en jour, ces pierres, ces grandes personnes, mais nous en particulier africains n'abdiquerons pas. Salut, c'est monsieur Eti qui nous écrit depuis Bonabéry. Il y a quelqu'un qui nous a écrit, l'ami, merci également à vous ce matin. Continuons à lire. Bonjour Dibier, j'ai reçu les 11 accords, ce qui nous plaît beaucoup est que nous retrouvons nos fans d'Afrique Média d'IBS, dont Jumeau, le négociateur de la Côte d'Ivoire. Merci également à vous, négociateurs de la Côte d'Ivoire. Grand merci également pour le document. Merci également à vous ce matin. Allons-y rapidement. Bonjour DBS, bonjour le plateau. De mon point de vue, il n'y a ni pays ni individu pratiquant la démocratie dans le monde, exception faite de Nelson Mandela. C'est vous qui le dites, de regretter mémoire. Certains naïfs africains prétendent que seuls les présidents africains s'accrochent au pouvoir. Bush, Reagan, maintenant Trump, sont-ils des Africains? Sarkozy, Angela Merkel, Poutine, sont-ils des Africains si les chefs d'État d'Afrique ne faisaient pas du copier-coller dans la gestion de leur pays et restaient africains dans leur quotidien? Ils seraient les meilleurs démocrates du monde. Dommage, quand on mélange blanc avec le noir, on obtient forcément la couleur sans nom que les Africains ont à la tête de leur pays. C'est triste, c'est pitoyable. Bonne journée. La personne ne nous a pas laissé son nom ce matin. On espère tout simplement qu'elle reviendra. Bonjour à vous, monsieur. À l'heure d'aujourd'hui, tous les fils et les filles africains savent que les pays africains ne sont pas indépendants. Sur tous les pays francophones, nos dirigeants sont devenus des marionnettes téléguideurs pour la France. Que Dieu veille sur l'Afrique. Bonjour DBS, vous savez, les Blancs ont fabriqué les fameux virus pour tuer les Noirs africains. Mais Dieu est grand, ça s'est retourné contre eux-mêmes. Ils vont mourir plus que ça. Merci à vous, c'est Kofi du Togo. La vie n'appartient pas à ces bandits internationaux. C'est Kofi qui nous écrit justement du Togo ce matin. Merci également à vous qui nous regardez tous les matins du Togo et sans oublier bien sûr la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger et l'Algérie, le Maroc, la Suisse, la Belgique, les États-Unis. Bonjour, merci de nous éclairer. Pourquoi Nicolas Sarkozy est toujours en circulation? C'est une bonne interrogation. J'espère que le président Banakani pourra répondre justement à cette question. De la justice française. De quoi les Africains reprochent Hitler? Les Européens reprochent Hitler d'avoir tué les Européens. C'est la raison de la diabolisation
l'utilisation du Reich. Les Asiatiques, eux, ils ont compris le jeu. Et vous, les Africains, la raison de votre haine contre Hitler, c'est laquelle? Bonjour à tous sur le plateau. La personne ne nous a pas laissé son nom. Elle nous écrit avec le plus 81. Je pense que c'est l'un des numéros des États-Unis d'Amérique. Allons-y rapidement. Les Occidentaux sont bizarres. Ils ont détruit le monde et le Cameroun parce qu'ils ne veulent pas le communisme. Aujourd'hui, ils disent que les biens du monde doivent être communs. De qui se moquent-ils? Ils veulent étouffer les pays avec leur technologie. Vous, les éclairés africains, ne vous limitez pas au mondovision. Unissez-vous pour une structure politique et publiée pour que nous soutenons. Surtout, ne jouez pas à l'égoïsme entre vous. C'est un gars malheureux qui nous écrit depuis la capitale du Cameroun, Yaoundé, ce matin. Messieurs, les messages tombent et tombent encore. Bonjour Steve, bonjour Steve, bonjour à vous sur le plateau. Merci pour les documents, les 11 accords reçus ce matin. Je suis d'avis avec le docteur Bandakani. D'ici 50 ans, on aura un renversement de la situation. C'est le docteur Yam qui en a parlé ce matin. Ne vous inquiétez surtout pas. Ah d'accord, la personne qui nous écrivait tout à l'heure, qui disait bonjour sur le plateau, il parlait d'Africains, c'est Ivan qui nous écrivait depuis Tokyo, au Japon. Donc on nous écoute également du côté de Tokyo au Japon. Extraordinaire. Bonjour DBS Matin et son panel. Le projet de réduction de la population en Afrique a été savamment pensé par les Occidentaux. Il crée des pandémies pour diminuer la démographie africaine. Ebola, la Covid-19 et aujourd'hui, ils veulent mettre en pratique la Covid-21. Tout cela pour finir avec l'Afrique. Et comme cela ne suffit pas, ils imposent l'homosexualité. Mais ils ne parviendront à rien car Dieu a béni l'Afrique. Ils nous ont prédit l'extermination avec la Covid-19 et cela n'a pas marché. Bonne journée à vous et bon week-end à tous. Merci pour le document. C'est Cyril qui nous écrit de la Cité des Palmiers. C'est ici même à Douala. C'est Monsieur Eti qui revient pour vous préciser que j'ai des piètres personnes en parlant de ces grands bandits internationaux et nous les Africains, on ne les laissera jamais passer. Merci également à vous. Bonjour la leader, malheureusement d'IBS, je n'ai pas suivi d'émission d'hier, donc je voudrais bien que vous me situiez pour la rediffusion. Akbanou Isaac, je vous ai répondu, hein, vous qui nous écrivez du côté du Bénin, je vous ai dit la rediffusion, donc l'émission c'est entre 7h et 9h heure d'Afrique centrale, la rediffusion c'est entre 23h et 1h du matin, donc vous avez l'occasion de regarder justement cette édition, et sans oublier que vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook, vous n'avez qu'à taper DBS TV officiel, touchez sur DBS Matin, aimez la page et tout de suite, vous avez l'émission sur votre portable. Nous sommes avec vous, ne vous inquiétez pas. Bonjour à tout le panel, c'est El Hadj Amadou qui nous écrit depuis Yaoundé ce matin. Bonjour Steve Ngo, c'est tout le panel. Malheureusement, je suivrai la réponse qui sera donnée à ma préoccupation à 23h. Bonjour Steve Ngo, c'est tout le panel. Je m'excuse d'être hors sujet ou alors hors débat. Ma préoccupation est la suivante. D'après la définition de panafricaniste du Dr Mbelek, est-il possible qu'un arabe, un sud-africain blanc ou alors un malgache soit panafricaniste? Je réponds. Oui, vous pouvez répondre rapidement. Le malgache, oui, puisque c'est un africain. Il est de souche africaine. Oui. Parce que quand bien même il y aura un apport de sang venant de l'Asie, oui, que certains sont mélangés aux noirs avec les noirs sur place. Et, bon, et leur culture, elle est aussi africaine. Et le blanc sud-africain? Bon, le blanc sud-africain, là, ça dépend de son africanité. Les blancs sud-africains aussi ont du sang noir, soit dit en passant. C'est en plus faible proportion. Parce que c'est reconnu, par exemple, que je parle des blancs bourgs, ce qu'on appelle les africanaires. Les africanaires, on estime qu'ils sont autour de au moins 25% de sang noir en eux. Parce que les premiers habitants, ils sont venus sans femmes. Il y a eu des premiers mélanges. Oui. Et même encore après. Donc, bon, là, le fait même que la personne soit... Ça dépend, même l'arabe, comment on dit l'arabe? D'abord, il faudrait définir un arabe. Le vrai arabe, il est du Proche-Orient. Et quand il est là-bas, le vrai arabe authentique est noir aussi. D'accord. Voilà. Mais non, j'ai pas fini. Maintenant, je suppose que quand il parle d'arabe, il parle de la population en Afrique du Nord. Moi, j'ai été en Tunisie et j'ai été en Algérie. Surtout en Tunisie, j'ai vu la discrimination. Hein. Les gens qu'on appelle les Arabes en France, qui en fait sont des, disons maghrébins, ok, subissent la discrimination chez eux-mêmes sur le sol. Regardez les informations télévisées en Algérie, au Tunisie, au Maroc. C'est les gens blancs que vous voyez. C'est des Européens en fait. C'est des gens de souche européenne. Mais c'est pas les mêmes que vous voyez, le même prototype que vous avez dans la rue. Hein. Donc et ces gens-là aussi ont du sang africain. Il y a des gens. La souche européenne en Afrique du Nord est d'origine esclave. En réalité, la grosse souche d'esclavage en Afrique du Nord, elle est blanche, elle est européenne. Parce que jusqu'au 19e siècle, les Maghrébins pratiquaient l'esclavage des Blancs. Okay. Et d'ailleurs, c'est la cause de la guerre en Algérie. Ce qui fait qu'il y avait le piratage en Méditerranée. Ils prenaient des gens, ils les vendaient en esclavage. L'ex-président tunisien, Kaïd Essebsi, son grand-père était esclave.
il venait de la Sardaigne. Ok? Donc, un arabe, il peut être panafricain s'il assume son africanité. Un arabe au sens je l'ai défini là. Au sens je l'ai défini, un Africain du Nord. Voilà. Merci. Mais un Européen occidental d'aujourd'hui qui n'a pas fait son mea culpa de l'esclavage et de la colonisation. Il n'a aucune souche africaine historique. Donc lui, je l'exclus d'office. Il ne peut pas être panafricaniste. Voilà. On vous a compris. On va sourire, mais on y reviendra en tout cas. Bonjour, le Cameroun, c'est justement quelqu'un qui nous écrit depuis la France ce matin. Allons-y rapidement avant de conclure cette édition. Bonjour DBS, bonjour le panel. Continuez à édifier les Africains car ce sont de ces informations et preuves que vous fournissez. Sylvain, j'ai besoin. Jocelyn, je n'ai pas Sylvain. Hein. J'ai besoin de ces accords. Merci et bonne journée. Richard de PK19. Merci également à vous. Bonjour le plateau. Demandez au président Badakani en ce qui concerne le sujet, que doit prendre le devant? Qui doit prendre les devants pour dire non aux méthodes de ces occidentaux, ou bien il est tard pour cela? Pour répondre à la question, parce que nous commençons à sortir de cette édition. Non, je ne peux pas répondre qui doit prendre le devant. Tout le monde prend le devant. On ne détecte pas le leadership. Le leadership émerge dans des conditions concrètes que l'histoire construit. Donc voilà ce que je peux répondre. Qui va prendre le devant? Non, on ne résout pas le problème comme ça. Donc je voudrais dire, il faut évitons le piège racial. Il est dangereux. Oh oui. Je suis d'accord avec le docteur Bellec, on ne peut pas racialiser l'Occident. Racialiser l'Occident, ça conduit à des dérives graves, non seulement en termes d'analyse, mais en termes de perspective. Mais en même temps, on ne peut pas nier le fait que l'Occident, c'est une constellation historique qui domine le monde et qui a un visage. Le visage, il est clair. Pour l'instant, ce visage-là, c'est le blanc. Et ce n'est pas nous qui avons inventé. Ils se sont appelés eux-mêmes Occident. C'est eux qui s'appellent Occident, en mettant à l'intérieur des connotations qui expriment clairement ce qu'il y a derrière. La domination. La domination. L'impérialisme. L'esclavagisation des autres peuples. Donc, cette idée-là, on ne peut pas nier ça. Mais d'accord avec lui qu'à l'intérieur, vous avez des blancs, vous avez des noirs, vous avez tout le monde. Mais maintenant, on sort de là. On sort de là parce que l'évolution nous amène à cette élite mondiale et globale. Et là, il a raison, encore une fois de plus. Cette élite-là, je le dis, elle est fondamentalement juive. Je salue Bikaï qui a tenu à faire cette position. Elle est juive. Merci, merci, monsieur. Elle est juive. À continuer, allez-y. Allez-y. C'est-à-dire qu'elle est fondamentalement juive. Oui. Et on n'a pas le temps d'approfondir ça. Hein. Qu'est-ce qu'un juif? C'est pas ce qu'on nous raconte là. Ça n'a rien à voir avec cette affaire. On n'a pas le temps d'approfondir ça. Si on entre dans l'approfondissement, vous serez surpris. Et là, il a raison parce qu'il démontre que le concept tel qu'il se présente là, dans la réalité, ça n'a rien à voir avec une ethnie. Ça n'a rien à voir avec une ethnie. Ça a à voir avec une constellation spirituelle et économique qui a des origines très complexes. Très complexes. Et qui, à partir d'une idée, il a parlé des Goïm, le Talmud, une interprétation de la Bible, c'est ce qu'il faut dire. Oh. Parce que le Talmud est différent de la Torah. C'est deux choses différentes. Et lorsque vous allez étudier ça, vous allez comprendre comment on est passé pour faire émerger le concept de juif. Il faudra faire un plateau d'au moins 3 ou 4 heures ici. C'est profond. Et les gens vont comprendre. C'est une gigantesque manipulation où des gens se retrouvent comme ça dans le monde. On ne sait pas d'où ils viennent en réalité. On ne sait pas d'où ils viennent. Et en train de mettre sur pied un projet qui est réellement, il faut le dire, diabolique. C'est un dessein diabolique. Quand on nous dit que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière, on parle de quelle humanité? Oui, l'humanité existe, c'est un concept, mais l'humanité réelle, ce sont des peuples, ce sont les peuples qui s'affrontent, c'est ça l'humanité réelle. Alors, qui va commander? Non, Sarkozy est en train de vous dire que ce sont les Rothschild à qui il appartient. Parce que Sarkozy, c'est une propriété des Rothschild, comme M. Macron. Je dis bien propriété, hein, comme M. Macron. Donc, on nous dit que ce sont les Rothschild qui doivent commander les biens communs de l'humanité. Et à ce niveau, la planète devient bien commun. Il faut voir là où on va. Hein. Ça doit appartenir à des gens. Et ce sont des gens-là qui vous disent c'est quoi l'écologie? Comment protéger la planète? Peut-être que c'est fait qu'on a sorti là. Je ne sais pas où on va.
il y a un terrorisme moral qui se cache derrière cette affaire de l'écologie, mais qui en réalité ne dit pas où on va. Parce que quand les hommes vous disent que l'Amazonie, là, les Brésiliens par exemple, on les interdit d'en faire ce qu'ils veulent. Parce qu'on dit que la forêt là ne les appartient plus. C'est le poumon du monde, ça ne les appartient plus. Il faut voir là où on va. Et pareil pour l'Afrique. Donc, et on va aller plus loin. Il y a un ensemble de biens qui ne vont plus vous appartenir. Patrimoine, UNESCO. On va dire non, c'est l'ONU. On mettra l'ONU devant. Mais tout le monde sait que derrière l'ONU, c'est qui? C'est d'autres chiens les autres. Ce sont des vrais patrons. Ceux qui sont derrière. Donc, il faut voir là où on est en train de partir. Et c'est ça le stade suprême du capitalisme. C'est l'appropriation de la terre pour en faire la propriété d'une élite. Et maintenant, il y a des hommes qui y habitent pour en faire la propriété d'une élite. C'est ça la transhumanité. Et qui va en faire ce qu'elle veut. Alors moi j'ai suivi tout à l'heure. Le Canada devient tyrannique. C'est amusant tout ça. Devient. Donc avant ils étaient quoi? Donc ça devient. Et il faut arrêter ça. Et c'est là le problème des Occidentaux. Et ils ont, moi je fraternise avec les peuples de tout le monde entier. Mais les peuples occidentaux auront des problèmes. Parce qu'ils ont longtemps cru qu'ils étaient des démocraties. Qu'ils étaient des pays avancés. Ils les attrapent, ils sont supprimés. On ne devient pas. Non, vous ne devenez pas. Vous êtes comme ça depuis. Moi, je répète, à partir du moment où un peuple sort de son territoire pour aller détruire notre peuple, il ne peut pas être une démocratie. C'est impossible. Ça ne marche pas. Il y a la question des tests. Terminé par là. Les tests. Parce que quand on parle de troisième vague là. Ah ouais. Le 2021. C'est basé sur les tests. Mais il faut quand même qu'on en parle. Quel est le rapport humain que nous avons avec les tests? Il y a quand même un problème. Écoutez, vous êtes debout, on vous met un appareil ici. Écoutez, on met ici. Quelqu'un prend un pistolet, il met là. Il dit tu as le Covid. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Mais arrêtons-nous un peu, réfléchissons. Comment un appareil comme sur ma tête peut déterminer une maladie que j'ai de manière fondamentale? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça voudrait supposer, et là je t'interpelle le mathématicien, que cette maladie-là, prétendue, a été identifiée, maîtrisée, isolée dans tous ces aspects, chargée dans l'appareil-là, en termes mathématiques, pour que quand on met ça sur ma tête, comme ça là, ça veut dire que non, il y a la maladie-là. Mais monsieur, c'est impossible. Qu'on me dise comment ça a été fait. Président, juste une seconde. En fait, c'est un bluff. Hier même, j'ai été retiré mandat. Non, parce que c'est juste un... Allez-y, docteur Belek. C'est juste pour mesurer la température. C'est une mesure de température à distance. Oui. On envoie un faisceau laser, infrarouge, et puis la température perturbe le faisceau, et donc ça affiche la température. Or, moi, hier, j'ai été pour retirer un mandat. Ok, et on m'a mis le pistolet. Ça veut dire que, comme j'avais le palu il y a quelques jours, si j'avais eu ma fièvre, je ne serais pas entré. Or, ils font ça parce que Covid. Donc, ça dit c'est n'importe quoi. C'est juste la fièvre, ça n'a rien à voir avec le Covid. Et on voit, et vous voyez comment... Il y a des gens qui ont des températures très élevées, naturellement. Voilà, en plus, c'est du n'importe quoi. Un appareil, on fait dire à l'appareil ce qu'on veut qu'il dise. Ouais, tout le monde le sait. On fait dire à l'appareil ce qu'il veut qu'il dise. Ceux qui veulent que l'appareil dise que tu es malade, disent à l'appareil, dis que Gossé est malade et tu es malade. C'est n'importe quoi. Et on est en train de voir comment en France, par exemple, la question des tests est un scandale mondial. Un scandale. Comment les tests sont manipulés pour que le délégué mental qui a l'Élysée fasse ce qu'il est en train de faire. C'est cela qu'il s'agit. Donc, et c'est important pour nous les Africains. La première vague n'a pas réussi. Les Africains ont vaincu le Covid. Nous, on a réglé cette affaire d'autre manière. Bon. Que le gouvernement tire les leçons maintenant. La deuxième vague parce que la première fois, les peuples ont été très corrects envers le vôtre. C'était normal. La deuxième fois, on ne le prendra pas. La maladie, c'est une grippe. Non, ne gère pas ça. La grippe, non, jette. Moi, j'ai une grippe, je dors, je m'adore, c'est terminé. Donc, la deuxième vague là, c'est ce qu'on apporte là. Comment on va justifier aux Africains qu'ils ont le Covid? Comment? Par quelle magie? Par quelle magie? On fera comment? Les faits sont là. Voilà un continent qui a vaincu la maladie là, sans un traitement particulier spécial. Voilà, les faits sont là. Tout un continent. Comment on va faire pour justifier les machins qu'on veut faire partout là ici chez nous? Parce que dès qu'un blé est malade, dès que l'Europe est malade, l'Afrique aussi est malade. La sorcellerie, hein. Dès que l'Europe est malade, l'Afrique est malade. Là maintenant ils sont malades. Nous on peut pas être malades. Parce que le Covid là, nous on a réglé ça. Alors, vous voyez donc, la question des camps de concentration, ça a commencé depuis. Les EHPAD c'est quoi? Les EHPAD c'est ça justement. Vous n'avez pas dit ça. Les EHPAD c'est quoi? Docteur Yamba a expliqué ça. Oui, l'EHPAD c'est clair. L'EHPAD c'est quoi? Donc, c'est une société qui va des camps de concentration
en cas de concentration, je termine avec la question du vaccin. Comment un vaccin peut être prêt en 6 mois? Docteur Yann, tu dis ces choses-là. Hein? Dis-moi, comment on a vu, quand le Covid a commencé là, n'est-ce pas? Après le mois de mars, on est parti dans le mois de juin, juillet, août, on est monté. Les vaccins étaient déjà prêts. Longtemps avant. Bon, comme explique, nous on nous a appris, sauf si l'école est fausse, et on prend acte, qu'il faut au moins combien d'années pour mettre au point un vaccin? Ce n'est pas 6 mois, c'est au moins 5 ans. Au moins 5 ans. Comment se fait-il qu'en moins de 6 mois, les vaccins sont prêts? Gilet de tous ces laboratoires ont déjà des vaccins prêts pour nous injecter. Non, c'est l'antidote, non. Et le pire... Messieurs, on va sortir, je vais donner la parole au docteur Yam de sortir rapidement. Le pire, c'est que l'efficacité n'est pas de 100%. Au mieux, c'est 50%. Même d'après leurs propres annonces. Oui. Non, c'est un faux vaccin. Le vaccin, c'est pour nous transformer. Non, je raisonne mathématiquement. Je dis qu'en plus, ce n'est même pas 100% d'efficacité, c'est maximum 50%. Encore que le fond du problème... On vous a compris. Le fond du problème... Nous sommes en guerre. Et il faut que les dirigeants africains et les peuples sachent que nous sommes en guerre plus dangereuse que les guerres précédentes. Le fond du problème, là on parle de vaccin, mais on a sauté une étape. La vérité est qu'on vous dit il y a une nouvelle maladie qui apparaît, et puis curieusement, vous avez certains laboratoires qui ont déjà les tests. Il y a un problème. Vous avez il me semble que pour tester quand même quelque chose, vous devez déjà la connaître. Et si vous ne connaissez déjà pas cette chose, mais sur la base de quoi avez-vous conçu les tests? Et on a vu d'ailleurs certains avoir le monopole des tests dans un certain nombre de pays. Bon, enfin, on se souvient du scandale de Madagascar où les tests étaient faux. Je dis tout cela. Les tests sont faux. Je voudrais revenir juste pour avant de peut-être. On a eu le cas en Tanzanie avec John Magufuli. Voilà, on en avait parlé justement. On a testé les papayes. Je voudrais faire une petite précision. Je voudrais faire une précision par rapport à Dr Mbelek. Non, quand je parle de l'Occident, je ne parle pas des peuples. Quand nous parlons de l'Occident, ce n'est pas une indication géographique. Cela n'a rien à voir. Sinon, notre débat n'aurait pas le bon niveau. Nous ne parlons pas des peuples, nous ne parlons pas des individus, nous ne parlons pas des territoires. Lorsque nous parlons de l'Occident, nous parlons d'un concept historique qui... C'est pour ça que j'ai commencé par, en 1676, j'ai parlé d'une institution qui signe une charte des Indes. C'était en fait pour vous situer de ce que, quand je dirai plus tard l'Occident, que vous voyez de qui je parle. Je ne parle pas d'individus, je ne parle pas de race, je ne parle pas de lieux géographiques, je ne parle pas de pays. Je parle de ceux qui eux-mêmes, vous disent qu'ils sont à l'origine, tiennent, manipulent, réorganisent, réinventent, projettent le capitalisme mondial actuel. C'est eux que d'ailleurs, dans ce type de débat, on appelle l'Occident. C'est pas l'espace géographique. Cela n'a rien à voir. Donc, lorsque j'ai fait cette précision, ce que je m'apprête à dire va dans le sens de signaler que, au fond, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, de mon point de vue, est un monde qui, très souvent, quand nous en parlons en Afrique, semble, et quand les Occidentaux en parlent, semble être quelque chose d'uniforme pour eux. Mais je ne suis pas tout à fait sûr que des gens qui sont en perte de vitesse vont constituer demain le nouvel ordre mondial. Ne confondons pas, et j'aime la différenciation entre l'argent et la richesse. C'est très important, surtout lorsqu'on essaye d'analyser les développements potentiels du capitalisme. Ça nous amène à dire en même temps aux gens, ne confondons pas puissance militaire et nécessairement contrôle du monde. Vous pouvez avoir toute la puissance militaire que vous voulez, vous ne contrôlez pas nécessairement le monde. Sinon, le Vietnam aurait été battu à plat de couture. C'est quand même un pays qui a battu 2 puissances nucléaires. Donc, il n'aurait pas pu s'en sortir. Toi-même. Plus la Chine. Je pense que tu penses aux Français. Allons-y rapidement, monsieur, pour sortir de cette édition. Donc, en réalité, aujourd'hui, quand lorsque M. Ngos nous invite à débattre sur est-ce qu'il y a un projet d'eugénisme, un renouveau de l'eugénisme nazi, en réalité, lorsque Hitler ou les nazis eux-mêmes se relient au Qatar, etc., donc ça veut dire qu'on a quand même
un effet historique, un projet historique qui n'est pas né avec le Parti national-socialiste allemand. Et pour nous les Africains, et je préfère parler de pour nous les Africains. Pour nous les Africains, la question est quand même d'être réaliste, de nous arrêter, de nous dire depuis 3000 ans nous reculons. Depuis 3000 ans, nous reculons. Ce recul-là doit nous interpeller et nous amener à nous poser la question de savoir, face aux nouveaux dangers, qu'est-ce qu'on fait? Vous ne pouvez pas être un continent qui, depuis 3000 ans, perd l'hégémonie, ou disons perd la position que nous avions avec l'Égypte antique, etc. Nous avons construit nous sommes reculés, nous avons construit un certain nombre de royaumes au sud du Sahara, qui étaient très grands, très prospères, Monomotapa, etc. Mais aujourd'hui, depuis 500 ans, justement, que nous avons été heurtés de front, notre pacifisme, qui aujourd'hui est établi comme la raison pour laquelle nous avons été vaincus, parce que scientifiquement, lorsque ces gars-là arrivent ici au 13e, au 14e siècle, ils n'étaient pas plus avancés que nous. La poudre à canon, on connaissait, mais on avait décidé de ne pas l'utiliser parce que c'était dangereux. Face à ce renouveau de l'hégémonisme nazi, oui. C'est-à-dire que les gens veulent créer un nouvel homme qui va, parce que le nouvel ordre mondial s'accompagnera de la création d'un nouvel homme, eh bien, les thèses nietzschéennes qui les justifient ou qui les portent, je parle de Nietzsche, un philosophe allemand. Alors, nous les Africains, quelle est la réaction que nous devons avoir? Lorsque nos ancêtres ont été confrontés à des problèmes de ce genre, comment ont-ils réagi? Quelles solutions ont-ils trouvé? Qu'est-ce qu'ils ont imaginé comme reconstruction, comme refondation de la visite, dans notre vision du monde? Et qu'est-ce que nous avons l'intention d'organiser? La première et la plus grande chose a toujours été de nous rassembler à nouveau. Et de nous unir. De nous rassembler, mais l'objectif n'est pas l'union en Afrique nécessairement, tel que les autres l'entendent, c'est-à-dire faire la force pour aller convaincre les autres. L'objectif en Afrique a été que quand on se rassemble et qu'on se réunit, qu'on produise de l'intelligence collective. Parce que cette intelligence collective, c'est elle qui est capable d'adresser les problèmes et de trouver les bonnes solutions. Vous avez justement le dernier mot de fin en quelques secondes, Eric Pepin-Bicaye, ce matin. Moi, je n'aurai pas de dernier mot. Oh, vous avez pas mal de choses à dire d'ailleurs. Le temps nous est parti. Je vous fais un dernier mot. D'accord, allons-y rapidement. Je n'ai fait que préciser. Eric Pepin-Bicaye. Non, vous n'avez pas joué. Allons-y rapidement. Il y aura plus de mots certainement. Non, pour conclure, il faut qu'on soit pessimiste par rapport à ce qui se passe. Ça va être un peu difficile. Oui. Parce que forcément, c'est un projet qui date déjà et qui est à sa phase expérimentale. Ça va être très difficile pour qu'on puisse avoir le dessus sur ce type de projet. Mais comme le président disait tout à l'heure, les premiers essais n'ont pas été concluants par rapport à l'effet escompté. On a su... Il faut être prudent dans les jours à venir, justement. Non, on a su résister à ça, justement par rapport... Pour ce Covid-21 qui arrive. Je vais y arriver par rapport à notre pharmaco. Il ne faut pas oublier qu'à cette phase-là, les Africains avaient imaginé, du moins, que nos Écosses avaient... On va garder les secrets. Du coup, quand les gars se retrouvaient maintenant en brousse, peut-être au village pour une cérémonie, tu te retrouvais dans la délégation, tu ne vois plus personne. Les gars se retrouvent en brousse, chacun prend son Écosse et puis tout ça. Bon, ça nous a permis forcément de pouvoir faire reculer cette maladie avec, moi je me souviens, les prises du village là pour chasser la grippe et autres. On en a. Messieurs, le temps est ami. Donc il faut qu'on soit tout simplement solidaires et qu'on soit très attentif par rapport à ce qui va se passer, que ce soit dans notre continent ou ailleurs. Mais je ne saurais terminer mon propos sans dire aux Africains de ne pas applaudir à bras le corps l'élection de Joe Biden à la tête des États-Unis. Tout le monde le sait. Voilà. Et à côté de ça, c'est que il faut qu'on dise également aux Africains qu'aux États-Unis, ce n'est pas le président qui dirige, ce sont les sénateurs qui dirigent. Et dans leur constitution, on a les gars qui ont 40 ans de sénatoriat. Ça veut dire que lui, et quand tu regardes un peu la masse salariale annuelle des sénateurs qui détiennent vous vous rendez compte que les sénateurs sont nettement mieux rémunérés que les présidents. Merci beaucoup, Eric Pepin-Bicaye. Docteur Mbelek. Oui, bon, c'est ça, c'est mon dernier mot. Et bye bye pour la journée. Moi, j'interpelle tous les Africains conséquents, à commencer par les Camerounais, ceux qui sont à Douala, de prendre contact avec moi pour s'inscrire au cours de mathématiques et les suivre. C'est des mathématiques pour la vie et faire ce genre d'analyse en plus des connaissances qu'on a déjà par ailleurs. Oui. C'est là mon appel. Et que les gens arrêtent d'être des hypocrites. Un Africain dit qu'on n'est pas hypocrite. Quand quelqu'un sent l'engagement et qui dit qu'il va participer à telle ou telle chose, il faut qu'il le fasse.
Merci beaucoup. Il faut qu'il le fasse. Ça, c'est mon dernier mot. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Dr Jean-Paul Bellet d'avoir été là ce matin. Je vous souhaite bon week-end. Merci également au président Badakani. Merci au Dr Yam Tima d'avoir été là ce matin. Et Pépin Michael, merci également. Merci. À vous, téléspectateurs, on va se retrouver dimanche entre 14h et 16h pour le grand débat. Vous l'avez demandé, eh bien, chose promise, chose due. On va se retrouver donc dimanche, c'est-à-dire dans 48 heures, entre 14h et 16h. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de l'IBS Matin. N'oubliez surtout pas, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Déclaré haut et fort, Aimé Césaire dans le cahier d'un retour au pays natal. Bon week-end à toutes et à tous et à dimanche, s'il plaît à Dieu. Au revoir.